Alors, Hervé Maïka, merci d'avoir déjà accepté notre invitation. Je t'en prie, C'est sûr que tu c'est as c'est un plaisir pour moi. Je te trouve assez pro. Hein, donc j'ai vu deux, trois de tes productions. C'est propre, c'est soigné, c'est bien fait, donc c'est avec plaisir. Merci beaucoup, on est très flattés et venons surtout de vous. Alors, Hervé Maïka, vous êtes expert en gouvernance et en coopération, au développement. Vous êtes également diplômé de l'École nationale de l'administration, donc la célèbre école l'ENA. Vous êtes diplômé de Sciences Po. Vous me rattrapez s'il y a quelque chose qui n'est pas très exact, mais je ne suis pas sûr d'avoir faussé quoi que ce soit. Vous êtes également un haut fonctionnaire. Je Voilà. fus, je fus un haut fonctionnaire. Puisque vous ne l'êtes plus, merci déjà pour cette correction. Vous avez été un haut fonctionnaire. Alors, vous analysez les questions au niveau continental et même au niveau mondial, on va dire, parce que vous traitez les questions au niveau européen, au niveau américain. Au niveau de la sous-région, ça c'est presque le quotidien. Alors, c'est vrai que notre échange ce soir, notre opinion ou nos opinions qui vont se croiser ce soir et notamment axé sur le Congo-Brazzaville, mais il m'est presque impossible de vous avoir, d'échanger avec vous sans aborder une question d'ordre international, j'ai envie de dire. Donc, malheureusement, on va un peu déroger à la règle et c'est pour le bien de toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Hervé Maïka, Joseph Kabila Kabange a récemment pris la parole et s'était attendu au-delà des frontières de la RDC, même au-delà, allais-je dire, des frontières de la RDC. Une prise de parole assez longue, pour le moins assez étonnante. Pour vous, cette prise de parole résonne comme une véritable annonce déclarée de reconquête du pouvoir, quelle que soit la manière, où il s'agissait là d'une mise au point, d'une clarification. On rappelle que au cours de cette prise de parole, il a quand même dressé le bilan de l'actuel président de la RDC, bilan que lui juge assez critiquable, avec des mots qui sont les siens. Quel est, quel est pour vous le sens que vous donnez à cette prise de parole? Non, merci beaucoup, mais moi je pense que Joseph Kabila est dans une démarche de reconquête, effectivement. Il veut peser de nouveau sur l'actualité de la République démocratique du Congo, être pris en compte dans les différentes négociations, être passé pour une alternative à Félix Tshisekedi. Jusque-là, il ne parlait pas beaucoup, on le pressentait, mais ces deux, trois dernières sorties, vous savez, il y a eu le journal où il a donné une interview dans un journal sud-africain, et puis une autre interview parlée, et cette fois-ci, c'était à une adresse à la nation, ça le confirme, qu'il a l'intention réellement de jouer un rôle de premier plan dans le pays, avec une intention que j'ai pressenti, même si lui-même a eu des mots un peu hésitants, de vouloir reprendre le pouvoir. Mais l'hésitation est quelque chose qu'on a bien ressenti dans tout cela. Alors, s'il faut savoir maintenant si je pense que c'est une bonne ou une mauvaise chose, moi, je déplore que personne ne prend de la hauteur dans ce conflit de la RDC. Chacun essaie de menacer l'autre et on ne pense pas beaucoup aux populations qui sont au milieu et qui souffrent. Parce que je ne crois pas que c'est en faisant des bras de fer interminables que l'on va arriver à résoudre la crise qu'il y a. Évidemment, il y a eu les prêtres de la Synco et les pasteurs qui les ont accompagnés, qui, eux, essaient d'être équitables et équilibrés. Mais en dehors de ça, les hommes politiques eux-mêmes restent dans un feu croisé. Personne n'apporte des propositions d'apaisement. C'est la lecture globale que j'ai de ce qui est en train de se passer là. On n'est pas sorti de l'auberge. Très bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, pour le coup, comment doivent-ils s'y prendre ceux qui sont aujourd'hui aux manettes, ceux qui sont aux affaires? Doivent-ils prendre cette déclaration au sérieux ou la voir comme la déclaration d'un ancien chef d'État qui fait une analyse sur la situation actuelle du pays? Moi, je pense qu'ils doivent la prendre au sérieux et même au très sérieux. Félix Tshisekedi commet une erreur, les autres aussi font la même erreur, c'est-à-dire c'est de ne pas calmer les feux quand ils naissent et de partir rapidement dans l'invective,
dans le bras de fer sans savoir sur quoi il compte. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est engagée dans plusieurs processus de paix, dans deux qui sont très importants, le processus de Doha au Qatar et le processus de Washington aux États-Unis. Il ne faut pas oublier le processus engagé par Joao Lourenço, président de l'Union africaine, avec Faure Gnassingbé Médiateur. comme médiateur. Donc, profitant de toute cette accalmie que ces dialogues ont apporté, il aurait pu lui aussi essayer de chercher un terrain d'entente avec son opposition politique. Savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut soulager, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais au lieu de ça, il a utilisé ce temps pour plutôt se mettre à poursuivre Joseph Kabila à cause d'une rumeur qui disait qu'il serait à Goma, comme si Goma était une ville interdite de fréquentation. Les prêtres dont nous avons parlé étaient bien à Goma, ils sont revenus, ils ne sont pas poursuivis. Bref, au lieu de chercher l'apaisement, il est allé au combat. Donc, euh, suite au discours de Kabila, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la sortie également de Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, très écouté, très respecté, qui va dans le sens de dire que le M23 est très populaire et que tout le monde voit dans le M23 les seuls qui sont capables de renverser Tshisekedi. C'est tous ces faisceaux mis ensemble qui ne sont pas bons pour la stabilité du pays, pour Tshisekedi, qui doit vraiment trouver les voies et moyens pour essayer de discuter avec son opposition au lieu de lui faire la guerre, au lieu d'avoir... là, il y a Katumbi qui a son passeport qui est expiré, il y a tout l'entourage de Katumbi finalement, comment il s'appelle, son adjoint là, son directeur de cabinet, j'ai oublié son nom, qui a également, et porte-parole, le métis là, je sais plus comment il s'appelle, Kamitatu. Il y a Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatou. Il y a Olivier Kamitatu également dont le passeport est expiré et tout le monde sait que ce sont des punitions. Non, il ne faudrait pas se braquer dans la situation dans laquelle il est. Il est en état de faiblesse. La prise de Goma a montré qu'il n'a pas de force militaire pour se battre. Ben, quand on n'a pas de force pour se battre, on discute, on négocie. Très bien. Je note un commentaire ici qui précise Hervé Maïka pro Kabila. Bon, c'était juste en passant. Alors pour clore complètement ce volet international. Maintenant, comment va-t-il s'y prendre? Joseph Kabila va-t-il mener, alors puisque un certain nombre de mesures vont être prises contre lui, notamment la demande de la levée de son immunité, comment va-t-il s'y prendre? Va-t-il mener une politique à distance? Va-t-il se servir des différents canaux de communication qu'il a à sa disposition? Va-t-il tirer les ficelles? Comment va-t-il s'y prendre? Si tant est qu'il est vraiment dans une optique de reconquête de pouvoir. Nous avons dit tout à l'heure qu'on a senti dans son discours quelques hésitations. Il a 12 propositions à faire sans dire aux gens si cette proposition qu'il a eu à faire, c'était qu'il faut remplacer ce régime de manière démocratique, militaire, par un coup d'État, rien. Donc, il y a beaucoup d'hésitations de sa part. Donc, je ne crois pas que lui-même sait ce qu'il doit faire. Il va essayer de tâter le terrain. Il est sur place. Il va essayer de voir sa popularité. Il va essayer. On nous annonce qu'il est sur place, qu'il est à Goma depuis lundi. Comme la dernière fois, on n'a pas de photo, on ne peut pas confirmer. Mais je crois qu'il va essayer de tâter sa popularité. Il va essayer de voir si le M23 accepte de se ranger derrière lui, s'il peut reconstituer des forces, parce qu'il y a des bruits qui ont circulé, qu'il a contacté plusieurs chefs Ouazalendo, ces miliciens qui combattent pour le pouvoir. Il les a contactés pour qu'ils passent à son camp. Donc, je crois que lui-même ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. Et il va tâter le terrain et le terrain va guider la suite de ce qu'il est en train de faire. C'est mon opinion, c'est ma lecture. Merci en tout cas Hervé Maïka pour ce petit moment, cette petite rubrique, si on peut l'appeler ainsi, volet international. On va revenir justement dans le vif de notre sujet, recentrer nos échanges effectivement sur le Congo-Brazzaville. Hervé Maïka, vous êtes présenté comme un intellectuel, un homme avec voilà une diversité de diplômes, un sachant. Alors. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes passé par cette célèbre école, l'ENA, vous avez été à Sciences Po. Alors, c'est le rêve de jeunes, de beaucoup de jeunes africains. Justement, c'est leur ambition, mais la réalité en est tout à fait autre. Comment avez-vous vécu cette époque, ce moment de votre vie entre les murs de l'ENA? Comment ça a été? Oh, comment ça a été? Personne ne va dire qu'il y va sans savoir où est-ce qu'il y met les pieds. Peut-être dans les années 60, mais aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'était un grand plaisir d'y être. C'était une grande surprise de découvrir ce que c'est d'abord qu'une école d'application. Vous savez, malheureusement, on n'a pas souvent des aînés
qui vous explique comment ça se passe après le lycée, comment ça se passe la vie universitaire. On croit tous que l'université c'est uniforme, que toutes les universités du monde se ressemblent. Quand on vient des milieux qui n'ont pas fait les grandes écoles, déjà on ne sait pas en général c'est quoi une grande école. On ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas ce qui la différencie des autres, on n'en sait rien. Et ben moi j'étais pas plus éloigné que ça. Donc je suis arrivé là-bas, même si la plupart de mes collègues avaient 25 ans, 27 ans. Moi j'en avais déjà 34 parce que j'étais déjà fonctionnaire, donc je suis parti à partir d'un certain âge, mais c'était de grands moments, d'apprendre une nouvelle façon d'apprendre. Il n'y a pas de leçon à l'ENA, il y a pas de. En fait, c'est pas parce qu'on sort de l'ENA qu'on est intelligent. Je le dis souvent ça, mais c'est parce qu'on est intelligent qu'on y va. Pour résumer, en fait, c'est le concours qui compte. Très C'est le bien. concours qui compte. Bonne C'est formulation. vrai. Moi, je la prends celle-là. Oui, 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 c'est le concours qui compte. Une fois qu'on a réussi, concours ou test sur la manière dont on l'a fait, on considère que vous allez comprendre ce qu'on va. Personne ne redouble à l'ENA. Par exemple, personne ne redouble. Ça n'existe pas. Donc, D'accord. vous entrez, non, personne, c'est pas possible. C'est pas prévu par les textes. C'est pas prévu. Bon, C'est prévu que tu aies une mauvaise note, mais c'est pas prévu que tu redoubles. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes passé par là que vous êtes devenu intelligent, mais il faut bien se préparer pour rentrer. Et une fois qu'on arrive là, on découvre une école où bah, il y a que deux professeurs titulaires, le professeur d'anglais, le professeur de sport. Il y en a que deux. Le reste du temps, vous le passez en recevant des personnes expérimentées à leur poste qui viennent vous expliquer les grands dossiers du moment. Donc des personnes là, par exemple, il y aurait, par exemple, je sais pas moi, l'ambassadeur des États-Unis, de France aux États-Unis, qui allait arriver pour vous expliquer quelles sont les relations avec Trump, comment ça se passe dans les faits, quand il rentre à la Maison Blanche, comment ça se prépare, etc. Et en dehors de ça, vous avez des techniciens qui viennent également pour vous montrer comment on prépare un dossier pour un ambassadeur qui va rencontrer le ministre, le président américain. Donc, vous n'avez que de la pratique. Vous n'avez que de la pratique et ça dure pas longtemps. Ça dure 2 mois. Et quand les 2 mois sont terminés, vous êtes lâché en stage. Alors, ça change par rapport aux époques. De mon temps, il y avait 3 stages. Il y avait 2 stages de 8 mois et un stage de 3 mois. Donc, le premier stage, c'était ce qu'on appelait le stage territoire que vous allez faire auprès d'un préfet. Vous êtes ce qu'on appelle un, un chargé de mission du préfet. Donc, vous êtes à la préfecture, vous vivez à la préfecture, votre bureau est collé à celui du préfet, vous assistez à toutes les réunions, vous prenez les décisions en commun avec les sous-préfets. Moi, j'étais à Orléans pour ce stage. Je l'ai passé à Orléans avec le préfet. J'ai eu 2 préfets, parce qu'à un moment donné, il y a eu un changement. Ça s'appelle le stage territoire. Une fois que vous avez fini le stage territoire, vous revenez et vous avez, pendant le stage, vous avez des examens, des rapports à rendre sur des sujets donnés. Et même si vous êtes dans des préfectures différentes, vous restez en lien avec votre groupe. Vous êtes divisé en groupes. On est 6 par groupe et tous les 6, vous avez un travail sur lequel il faut faire. Ça peut être la sécurité nucléaire. Et dans toutes les préfectures où vous avez, vous devez remplir un rapport sur la sécurité nucléaire. Donc ceux qui sont là sont des gens qui sont dans des préfectures où il y a une centrale nucléaire. Voilà. Les autres sont dans d'autres préfectures où il y a autre chose. Donc, c'est cette façon d'enseigner et vous arrivez, vous rendez le travail, vous refaites encore les 2 mois que j'ai dit à rediscuter avec des gens et vous repartez. Le deuxième s'appelle le stage international. 80% des gens vont dans les ambassades ou comment ça s'appelle, dans les représentations des missions internationales, ONU, UNESCO, etc. Moi, j'étais à Bruxelles, auprès de la représentation française auprès de l'Union européenne d'abord. Je suis resté, je crois, 2 mois. Puis j'ai été basculé dans une institution qui s'appelle le Conseil des régions de l'Europe, qui réunit, en fait, c'est comme le Sénat de l'Union européenne, qui réunit toutes les représentations des régions d'Europe. Là-bas, je suis resté 6 mois. Voilà. Et puis quand c'est terminé, le troisième stage, c'est le plus court, c'est le stage d'entreprise. Et celui-là, je l'ai passé à la direction générale de l'aviation civile. Voilà un peu résumé comment ça se passe la formation. Rien à voir avec ce que j'avais connu avant. Personne ne m'avait préparé à ce type de formation. Rien du tout. Très bien, merci pour ce partage d'expérience. Alors Hervé Maïka, il est souvent dit que lorsqu'on sort de ces grandes écoles, on en sort regaillardi, non seulement intellectuellement, ça vient se rajouter à ce que vous aviez déjà, puisque vous nous dites là très aisément on n'en sort pas intelligent, mais il faut être intelligent pour y aller. Si je résume vos propos. Alors, on dit souvent que l'on sort regaillardi, non seulement intellectuellement, mais aussi au plan relationnel. Très rapidement, comme ça, avez-vous des gens, parce que je rappelle que vous êtes la promotion Émile Zola, c'est bien ça?
Donc, très rapidement, avez-vous eu des compagnons de lutte qui sont aujourd'hui aux affaires dans différents pays et peut-être particulièrement en France? Aux affaires, c'est une manière de voir les choses. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont aujourd'hui préfets, qui sont ambassadeurs, qui sont directeurs généraux, qui sont directeurs de cabinet. Je sais pas, moi, vous avez la DRH d'Orange, c'est une amie. Le secrétaire général de la ville de Paris, c'est un ami. Le préfet de la préfète de l'Essonne, c'est une amie. Le directeur du séjour et de la nationalité française à la direction générale des étrangers en France, c'est un ami. J'en ai, le directeur des achats à la police Lorsque vous nationale. dites ça, vous dites des gens avec qui vous avez partagé des moments d'apprentissage, des Avec moments qui nous sommes de classe. toujours en liaison. D'ailleurs, le 14 juin prochain, je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer, nous fêtons les 15 ans de la promotion. Nous sommes donné rendez-vous, on a cotisé, la salle est payée, elle est louée. Voilà, quoi. Il y a déjà 60 qui ont pris leur billet sur les 120 que nous sommes. Donc, sur les 120 que nous sommes, je crois que j'ai gardé des liens assez permanents avec une quinzaine, hein, comme pardon, on peut pas être ami avec tout le monde, Bien avec sûr. une quinzaine, mais là, on va se retrouver à Ah, 60 ou 70. quelqu'un parle de Florian Philippot. Alors oui, parce que je crois que j'en ai parlé déjà une fois. En fait, Florian Philippot n'est pas de la même promotion que moi, il est de la promotion précédente. Mais comme on passe 2 ans à l'ENA, l'année où vous arrivez, vous rencontrez les gens qui étaient de la promotion précédente à qui il reste une année. Donc, vous liez certaines amitiés, vous vous rencontrez dans à comment ça s'appelle déjà, on a une bibliothèque là, à la cafétéria, etc. Donc, j'ai connu Florent Philippot dans ce cadre, mais j'avais de très mauvaises relations avec lui. Je l'ai appelé quand je suis rentré en 2016. Je l'ai appelé, il m'a dit de venir. À l'époque, il était encore au Rassemblement National, il était avec, comment ça s'appelle, le maire de Perpignan. Donc, nous nous sommes Lui à Lyon, rencontrés. lui à Lyon. Ouais, Avec ouais, lui, ouais. le maire de Perpignan. Alors très rapidement, pour remettre les choses dans leur contexte, pour rappeler à tous ceux qui nous suivent, Florian Philippot, c'est l'ancien bras droit de Marine Le Pen, celui C'est ça. qui était l'ancien Jordan Bardella que vous voyez aujourd'hui, sauf que lui n'a pas certainement la même prestance. Alors finalement, il avait quitté le Rassemblement national pour créer sa petite organisation politique, Florian Philippot. Alors, on va peut-être une belle transition là, tout en partant de l'expérience à l'ENA, mais pour rentrer effectivement dans la vie politique. Alors, force est de constater aussi que toutes ces personnes qui passent par l'ENA sont tentées, généralement et surtout en France, de faire de la politique. Alors, vous et la politique, comment cela commence? Quel a été le déclic pour vous? La politique, vous la faites avant, vous êtes déjà dans les petits rouages politiques avant d'aller à l'ENA ou le déclic se passe après votre passage à l'ENA? Alors, toute petite correction, en France, c'est 2% des élèves de l'ENA qui ont un mandat politique à un moment donné de leur vie. On a l'impression qu'ils sont nombreux en politique, mais en réalité, ils sont pas du tout nombreux, c'est 2%. Moi, dans Alors, toute ma promotion, il y a il y a le mandat et il y a aussi militer dans un parti, avoir une responsabilité. Alors la politique, c'est pas que les mandats, hein. C'est une partie de la politique, mais il y a aussi faire de la politique en étant militant dans un parti, en étant responsable de parti politique. bon, responsable avec des responsables, oui, mais pas membre. On a le droit d'être membre d'un parti parce qu'on partage ces idées-là, on veut payer sa cotisation. Mais ceux qui ont un mandat politique, qu'il soit un mandat électif ou un mandat nominatif, dans un cadre politique, ne représentent en fait que 2%. Moi, je crois que j'ai un ami en ce moment, ils étaient deux dans la législature précédente. Mais maintenant, il y en a un de la promotion qui est maire, mais le maire de Nogent-le-Rotrou, qui s'appelle, il a un nom britannique, qui s'appelle Harold Huvart. C'est le maire de Nogent-le-Rotrou, député maire de Nogent-le-Rotrou. En dehors de lui, il y avait Élise également qui était députée dans le truc précédent. Elle est maintenant directrice de cabinet du ministre de la ministre de la Santé. Mais sinon, Très très peu. peu en réalité. Très Alors, bien. moi, ce qui me concerne, la politique, c'est comme on dit, je suis tombé dedans tout petit, ça m'a toujours intéressé. D'accord. Ça m'a toujours intéressé. J'ai grandi sous le mono. J'ai essayé de faire attention aux discours communistes et mon jeu préféré était de trouver les incohérences avec la vie réelle du discours qu'on entendait
télévision qu'on devait tous être égaux. Ben, moi, je voyais bien qu'on n'était pas égaux. Il y en a qu'on venait chercher en voiture à l'école, il y en a qui partent à pied. Je voyais bien. J'aimais bien ce jeu tout petit d'écouter les gros discours de Mariam Ngouabi que tout le monde essayait d'avaler, la loi du pionnier, l'avaler comme étant pour plaire au maître. Moi, j'aimais bien réfléchir dessus et voir si chaque phrase avait un sens et si c'était appliqué dans la vraie vie. Donc, j'ai pris goût en ce moment-là. Et puis, ben, j'ai 17 ans quand la perestroïka arrive, la période à laquelle l'Union soviétique est en train de s'écrouler et que ben, la démocratisation commence à souffler. Et c'est en ce moment-là qu'en tout cas, moi, mon parcours, c'était ça. J'ai été approché par des amis me disant que non, il y a un monsieur qui veut créer un parti politique. Mais je savais même pas c'est quoi un parti politique. Ça n'existait pas, ça. Chez lui, il y avait un seul parti, le PCT. Je n'arrivais même pas à concevoir. Le parti unique. Ah, tu n'arrivais même pas à concevoir qu'il y ait un autre parti à côté du monde, mais comment ils vont faire? Puisque voilà, mais le bureau politique du parti, là, il va être où? On va les payer aussi, tu comprenais pas. Donc, on nous dit qu'il y a un monsieur qui est en train de créer un parti politique, il faut distribuer les tracts. Tout ça, c'était de mots nouveaux. Dans les parcelles, puisque c'est pas autorisé, pour expliquer aux gens qu'il faut adhérer à son parti. Et donc, c'est comme ça, la nuit, on prend des papiers, des tracts, on payait nous-mêmes les photocopies et on allait de parcelle en parcelle à partir de minuit, Il 1 heure. s'agissait de qui? Il s'agissait de quel monsieur? Il s'agissait de monsieur Bernard Colella, que je ne connaissais ni de père ni de mère, jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Non, non, ce sont les aînés Même qui la ligne sont... politique, et même la ligne politique de son parti. Je n'en Non. savais absolument rien. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est qu'on va casser les pieds au PCT. On va casser les pieds à ces monteurs de communistes. Je suis anticommuniste de naissance, j'ai l'impression, parce que c'est anticommuniste absolu. Donc, C'est le tout ce cas qui de dire. m'intéressait, c'était ça. Donc, c'est comme ça que je commence, que je me lance, et puis quelques moments après, bah, il faut créer maintenant des organisations du quartier pour savoir comment on fonctionne, et puis de l'arrondissement, et je commence à participer, mais j'ai 17, 18 ans. Voilà comment les choses se font pour moi. Donc Mais à 19 ans, le militantisme, pour dire les choses, vous l'avez député au MCDDI de ah Bernard. oui, oui, ah oui, oui, même CDDI. Vous y êtes resté longtemps? On est tous en réalité, il y avait Quand vous des avez, aînés. quand vous avez commencé à prendre de la maturité et à comprendre un certain nombre de choses, vous avez continué à être d'accord avec les idées, le projet politique de Bernard Non, mais Collin. quand vous avez commencé, comme j'ai commencé, vous avez compris que les idées et les projets politiques se construisent ensemble. D'accord? Donc, vous n'avez pas à être d'accord, mais vous avez à vous battre pour modifier les choses comme vous le voyez. Et ça a été le cas pour vous? Vous avez le sentiment d'avoir contribué à quelque chose par une réflexion, par Ah une oui, ah oui, vision? ah oui, on gagne pas toujours, on réussit pas toujours, mais on doit se battre tout le temps pour y arriver. Et vous ne Vous y êtes savez pas resté, si ça vous prendra 1 an ou 10 ans. vous y êtes resté combien de temps? Bah, moi, j'ai quitté le MCDDI, on s'est séparés avec les parfaits, c'était en 2013, 2014. Je peux dire que j'ai quitté le MCD en 2014, moi. Vous y êtes resté longtemps. Donc vous Ah étiez oui, d'accord avec oui, une oui. politique de milice privée, vous étiez d'accord avec une politique de barricade, une politique révolutionnaire. Ça, vous étiez d'accord? D'accord ou Politique de pas d'accord, ninja? c'était mon parti, et si je n'étais pas d'accord, faut le changer dedans. Et Mais politique de milice moi, privée, excusez-moi, je voudrais revenir sur ce point qui est très important. oui. Politique de milice privée, politique de barricade. Vous m'avez pas demandé où je vivais, parce que tout ça, ça arrive quand les Souba est au pouvoir. Ça, vous savez où je vivais quand les Souba arrivent au pouvoir? Alors, je sais pas si, C'est très important pour que je vous sais pas s'il y compreniez. a un intérêt, il y a un intérêt par rapport à la ligne que nous sommes en train de prendre. Là, nous, Si, on si, se si. focalise sur vos débuts en politique et on constate que vous y êtes resté plus d'une décennie. Alors, on Oui. vous sait démocrate à partager des idées Mhm, mhm, de grande démocratie, mais mhm. à notre grande surprise, on se rend compte que vous avez milité aux côtés d'une personne, d'un acteur politique jugé sulfureux avec, Non, que vous jugez sulfureux. alors, pas moi C'est pour ça, personnellement. non, non, non. C'est Alors, pour ça non, que c'est important que ne je me, repose la question. Que c'est important que je repose la question très si bien, vous très savez bien, où j'habitais. À très cette bien. époque-là, quand Lissouba est élu président de la République, j'habitais Djata. Et je peux vous dire qu'on était en première ligne de la menace. Et quand vous êtes en train de dire des milices privées, des barricades, je ne sais pas combien de fois je serais mort sans ça. Je ne sais pas combien de fois. Vous n'imaginez pas ce que nous avons vécu. Vous Alors, n'imaginez pas. très bien, on peut l'entendre, certainement, ces éléments qui sont antidémocratiques, barricades, milices privées, Ah non, on, non, 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 je ne vois pas en quoi c'était antidémocratique. C'était dans la Constitution de 1992 de résister lorsque vos droits ne sont pas respectés, etc. C'était dans la Constitution. Ça n'a rien mais d'antidémocratique. de résister en créant des milices privées, en créant une forme de frontière à ne pas La milice franchir. privée est un terme qu'un camp a choisi de donner à l'autre.
c'est interne. Moi, si vous venez m'attaquer chez moi, je prends le râteau que j'ai là pour me défendre. Vous appelez ça milice privée, je m'en fous. Je me défends. Là, c'est de la légitime défense. Contrairement à Ah, ce tout qui avait été simplement. fait, mais les internautes nous suivent. Je pense qu'ils se feront une idée. Mais c'est très bien que l'on découvre Oui, oui. d'où vous êtes, Vous d'où avez vous êtes votre point parti. de vue sur la question. J'ai vécu ces choses-là. C'est vrai que je suis très vite parti étudier à l'étranger. Hein, dès 92, je suis parti étudier à l'étranger et que je n'ai pas vécu les grands moments. J'ai vécu les troubles de la dissolution de l'Assemblée. J'ai vécu un certain nombre de troubles et puis j'ai continué à suivre au plus près l'actualité. Je suis revenu en vacances 2 ou 3 fois durant ce mandat difficile. Oui, j'ai assisté à notre maison cassée. J'ai vu toutes ces petites choses-là. C'est vrai, mais j'ai passé le plus clair de mon temps durant cette période plutôt à l'étranger. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose quand même qui est du l'ordre. Est-ce que, alors, c'est dit en dialecte, c'est dit en. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui ne sont peut-être pas de la République du Congo, qui, Oui. même étant de la République du Congo, ne sont pas de l'ethnie de Bernard Bakana Kolela, c'est un détail, mais il me semble important de l'évoquer. C'est sorti parfois à la limite du tribalisme, à la limite de la discrimination, parce que il y a un terme qui est très dit, qu'on le rappelle souvent, surtout dans lorsqu'on veut parler ou faire référence à ces meetings. Lorsqu'on dit Boudjana Mbouachimba Mbangala, je veux dire un truc, c'est, je vais l'expliquer, hein. Lorsque vous mangez avec un chien, soyez vigilant et ayez votre petit bâton parce que il peut essayer peut-être de vous faire peur pour. Alors, toutes ces expressions-là qui mettaient les autres dans une forme de caricature, est-ce que D'accord. ça vous les partagez? Parce que là, Alors, on faisait allusion l'expression à que vous venez de sortir, c'est la première fois de ma vie que je l'entends, de ma vie. Je ne dis pas que je l'entends, dit du MCDDI. Je suis Larry, je parle Larry profondément. Première fois de mon existence que je l'entends. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première fois de ma vie. Hein. très Première fois. bien. Ce n'est pas Bah, la première fois au moins que vous pourrez j'entends. vérifier. Non, non, je n'ai pas besoin de vérifier, je sais qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas la première fois que j'entends d'officines différentes ce genre de réflexion qui n'existe. Ce n'est même pas un proverbe Larry, je parle correctement Larry. J'ai le livre de proverbes de l'abbé Batantou, donc je ne connais même pas ça. Alors attention, parce que là, faisait-il vraiment référence à un proverbe, à un dicton, ou c'était sa propre réflexion? Rappelons que les proverbes viennent des réflexions humaines, hein. Ça ne vient pas, ça tombe pas du ciel. Donc là aussi, à partir de ce moment, ça pouvait devenir une réflexion. Là, vous continuez à faire un commentaire sur une réflexion que j'ignore complètement. C'est-à-dire Très que vous bien. êtes en train de la légitimer en insistant. Moi, je n'ai jamais entendu Bernard Koyela tenir une telle, ou Très quelqu'un bien. d'autre. Très bien. On va passer à autre chose. Juste une dernière question. Pour vous, ce fut un leader politique de quelle nature? Est-ce que vous le considérez tribal comme nombreux l'ont considéré? Tous les Congolais considèrent le leader politique qui n'est pas de leur tribu comme étant tribal. Je considère Pascal Souba tribal, Sassou tribal, et je comprends que les autres considèrent Koyela tribal, c'est congolais. Si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas congolais. Tous les Congolais considèrent l'autre tribal. Très bien. C'est notre nature. Bon, bah, alors peut-être celle que celle dont vous avez l'impression, mais je pense pas que ce soit partagé par tous. Mais très bien, c'est votre Non, point de non, vue. mais je vous confirme que je trouve ça sous tribal, je trouve le sous tribal. Donc je ne suis pas surpris que vous, ne descendant ni de la société de Sassou ni de l'Issouba, trouvez qu'il est tribal. Alors non, moi je parle pas de moi, je parle là d'un certain nombre d'avis qui n'émanent pas forcément de moi. Moi je Donc, vous relais. savez, nos questions nous identifient souvent, hein, plus que nos réponses. Très Plus très que bien. nos réponses. Hervé Maïka, on va poursuivre justement dans notre entretien. Alors, Hervé Maïka, les Congolais retiennent de vous un moment mémorable. Un moment mémorable qui restera à tout jamais marqué dans les annales de la politique congolaise. C'est cette période, vous l'aurez compris, du référendum de 2015. Suivi justement de cette élection présidentielle à laquelle vous avez joué un rôle ô combien important dans la campagne de l'un des leaders politiques ou candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit là de Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, vous avez été son directeur de campagne, justement. Comment, puisque vous dites que la politique est là, on l'a bien compris, hein, vous avez été presque biberonné par ça, passionné à savoir déchiffrer des codes, pourquoi on nous dit qu'on est tous égaux, jusqu'à arriver à militer au MCDD pendant plusieurs années. Finalement,
c'est avec Jean-Marie Michel Moukoko que vous allez en campagne en 2016. Comment la rencontre se fait? Comment vous retrouvez? Et autour de lui, il y avait bien des gens, j'imagine. Pourquoi jette-t-il le dévolu sur vous afin de diriger sa campagne? Ben, pour plusieurs raisons peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, le contact, déjà, c'est important que je rappelle encore que j'habitais Diata, mon copain était mon voisin. Pourquoi Mais ça vous semble si important ce détail? oui, c'est-à-dire que parce que je le connais depuis longtemps, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Je le connais depuis longtemps comme fils et lui un peu comme père. Donc, je le connais depuis longtemps, mais avec un rapport de père-fils, le papa du quartier. Ce n'est pas ce rapport-là qu'on a. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le signaler et qu'on lui doit. D'ailleurs, notre sortie de Diata, c'est lui qui était chef d'état-major qui avait envoyé des soldats pour nous faire sortir de là où nous étions. D'accord. Donc, je le connais de longue date, hein, mais c'était pas ça. C'est-à-dire que au moment où je vois l'échiquier politique qui peut faire quelque chose, je cherche à rentrer en contact avec lui. Je n'ai plus son numéro de téléphone. D'ailleurs, je l'ai pas eu depuis qu'on a inventé le portable. On n'avait plus de contact. Et au moment où j'ai son numéro de téléphone, malheureusement, on me dit qu'il va voyager. Donc, je l'appelle pas. Je lui fais un mot parce que ce que j'ai à lui dire doit rester. Je lui fais un mot de la manière dont je vois les choses. C'est dans ce mot-là que je lui transmets mon numéro, qu'il le reçoit le soir même, et il m'appelle le lendemain matin à 6 heures pour me dire que j'ai un avion à prendre là à 8 heures, mais est-ce que tu peux venir là où je vais? On va causer là-bas. Et on s'est vu, et depuis ce moment, on s'est pas quitté. On n'a plus passé 24 heures sans parler ensemble, 10 fois sans nous chamailler comme un vieux couple, ça a duré comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, pourquoi un tel, pourquoi pas un tel? Ah, mais ça, on travaillait ensemble pour préparer la candidature. Pour la campagne, c'est un peu autre chose. On était nombreux, chacun s'occupait d'une espèce de cellule. Et Oui. puis, moi, j'avais été envoyé, je crois, à Ouesso, je crois. J'étais allé faire un truc à Ouesso. À mon retour de Ouesso, en pleine nuit, on me dit qu'il faut que tu arrives chez le général. Je dis non, 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 là, je suis encore en Ngo, je vais arriver à 6 heures du matin. On me dit, quelle que soit l'heure à laquelle tu arrives, tu arrives. Et j'arrive le matin, c'est les gens que je rencontre dans la cour qui me disent, voici le directeur de campagne. Moi, je suis pas au courant. Ils ont décidé ça le soir, je n'étais pas là. Marion Manzimba, s'il nous suit, il est témoin. Il était parmi les premiers à m'accueillir au portail pour me dire, le directeur de campagne, je n'en savais absolument rien. Absolument. Mais j'entends de ces scénarios, de ces films. Alors, mais là, c'est très très bien. C'est pour ça justement que l'on clarifie les choses. C'est pour ça qu'on a tenu, mon équipe et moi avons tenu à vous avoir ce soir. Donc, on peut considérer que c'est à ce moment-là, en tout cas, parce que là, on est en 2015, 2014. C'est à peu près à ce moment-là que vous avez quitté le MCDDI. Ah non, j'ai quitté le MCDDI un an avant. Parce que l'histoire du MCD est compliquée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cassure au MCDDI. Oui. Il y a cassure entre le MCDD et puis va se créer la DRD de l'autre côté. Moi, je fais partie de ceux qui vont quitter pour aller créer la DRD. Mais Avec comme Elo ils ont- Mampouya. Avec avec Elo Elo Mampouya. Mampouya, voilà. Avec Elo Mampouya, qui était notre chef distributeur des tracts 25 ans plus tôt. Ah, Vous voyez? Ah oui! C'était le chef distributeur des tracts qui nous donnait des trucs à photocopier. Et qui nous disait, ne corrigez plus. Parce que l'autre jour, vous donnez des trucs à photocopier, vous avez ajouté des, ne faites plus. Voilà. Donc, 25 ans plus tard, on se retrouve avec Elo. Et voilà. Et au niveau de la DRD, comment? non, non, je vous écoute, allez-y. Et pour moi, c'était très important. Je pensais que d'aller aux élections, c'était très très important. Et quel que soit le statut qu'on avait, et quand j'ai commencé à voir la DRD hésiter, j'ai dit non, moi je continue pas avec vous. Il faut qu'on aille mesurer notre poids politique. Il faudrait qu'on ait un discours devant le peuple. Si vous ne partez pas, moi je continue pas. J'ai Donc, l'impression, alors, c'est pas une question que j'ai prévue, mais justement, puisqu'on échange, ça me vient à l'esprit. J'ai l'impression que pour vous, il faut certainement, alors, c'est la question que je me pose, hein, coûte que coûte, battre le PCT. Parce que le communisme, parce que le PCT a une histoire le avec peuple n'est plus communiste, hein, ce oui, n'est plus c'est devenu c'est devenu un parti social-démocrate, mais dans l'histoire, il y a ce côté-là que vous n'avez jamais apprécié, en effet. Oui, que j'ai jamais apprécié, mais je sais très bien que le PCT a abandonné son communisme. Ce n'est plus tellement le communiste qui me dérangeait. Mais enfin, il faut qu'il y ait une alternance dans un pays, ne serait-ce que ça. Les équipes doivent changer. On peut pas toujours avoir les mêmes équipes, quel que soit ce que vous faites. À un moment donné, vous n'y arrivez pas, bah, essayons un peu autre chose. Donc, à un moment donné, il faut essayer autre chose. Très bien, La Hervé transition. Maïka. On va avancer. En tout cas, chers internautes, vous l'aurez compris, ici, le principe, pardon, vous connaissez. On commente, on partage, on tapote, on intervient. Vos questions vont être posées d'un moment à un autre. Hervé Maïka,
vous avez été au cœur donc de cette campagne que vous avez dirigée de main de maître. Les stratégies, c'est vous qui les avez élaborées. C'est un poste très technique en période de campagne. Donc, vous avez côtoyé au plus près le général Jean-Marie Michel Mokoko et même au quotidien. Quel type de personne est le général Jean-Marie Michel Mokoko? Alors, je vous demande ça pas au plan militaire. Vous n'êtes pas militaire. Vous pouvez pas nous en dire plus à ce sujet. Je vous pose la question au plan politique. Quel type d'homme est-il? Une personne à l'écoute ou c'est le vieux briscard qui connaît tout, à qui on ne peut rien apprendre? Le général Mokoko est très à l'écoute et j'ai même envie de dire, si vous me demandez quel est son pire défaut, il est trop à l'écoute. Ah. Ah oui, il est trop à l'écoute dans quel sens? Je vais vous le Écouter dire pour sincèrement. écouter ou écouter pour Non, anticiper non, les choses et écoutez, agir? écoutez pour faire ce que vous avez dit qu'on doit faire. Le général arrive dans une réunion. Vous êtes 6, vous êtes 8. On a une situation à résoudre. Chacun prend la parole. D'accord? Quand vous avez fini de parler, le général vous dit, je vous laisse 20 minutes pour que vous n'ayez qu'une seule voix. Donc, continuez à vous chamailler. Je reviens dans 20 minutes. Dites-moi une seule voix que nous tous, on a décidé que je ne veux pas savoir qui était minoritaire dans la salle. Je ne veux pas savoir qui était majoritaire. Je ne veux pas savoir qui a fait la proposition finale. Donc, vous avez 20 minutes. Bagarrez-vous. J'arrive. Il vous quitte. Il va dans une autre réunion. Le même jour, il peut vous faire comme ça 6 réunions. Et quand il arrive, il dit, on a décidé que là, il vous demande. On a décidé ensemble. S'il y a un problème, on assume ensemble. Tout le monde est d'accord. Même ceux qui étaient minoritaires, OK. C'est comme ça qu'on fait. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on a travaillé avec le général Mokoko. Un C'est peu comme un, ça un peu un esprit un esprit de corps. un esprit de corps. C'est bien, mais ça a des défauts. Parce qu'à un moment donné, le chef est fait pour décider. Le chef doit décider. Ah oui, oui, ça, ceux qui étaient là vont vous le dire, je m'en suis plaint plusieurs fois. À un moment donné, le chef est fait pour décider. Vous avez écouté les opinions, le chef doit décider. Donc Mokoko, c'est quelqu'un d'extrêmement, comment on appelle ça? Il travaille avec tout le monde, il vous écoute tous, mais il ne reculera pas sur ce que vous avez décidé. Il ne viendra pas dire, non, s'il avait quelque chose à vous dire avant, il va vous le dire. Que voici la réflexion, mais ce chemin-ci, voyez le problème, chemin-ci, voyez le problème. Le reste des chemins que vous trouverez, allez-y. Donc de ce côté-là, non, très moderne, très, très, très moderne, très ouvert, à l'écoute de tout le monde, vraiment. Très bien. Alors, le général Mokoko, il a une carrière immense. Il a tellement de choses, permettez-moi l'expression, dans sa besace, une expérience immense au plan proprement politique. Il n'en avait pas, c'est-à-dire être un homme politique à temps plein. Alors quand on est général, on a déjà un pas dans la politique. Eu égard aux fonctions qu'il a eu à occuper, c'était déjà d'une façon ou d'une autre de la politique, surtout la dernière. Mais devenir un acteur politique à temps plein, chef entre guillemets peut-être d'un clan ou d'un parti, ça il ne l'avait pas. Est-ce que vous, quand vous rentrez dans ce projet politique avec le général Jean-Marie Michel Mokoko, vous avez eu l'impression qu'il était porté par une conviction immense de servir son pays aux plus hautes fonctions, ou vous avez peut-être constaté que pour lui c'était le Graal, il a eu à gravir tous les échelons, et que pour lui, eu égard à son nom, à son expérience, peut-être que la fonction présidentielle, il la voulait, mais sans une véritable conviction de vouloir servir ses compatriotes Bon, congolais. s'il y avait que ça, Morocco ne serait plus en prison. Il serait déjà sorti. Si c'était juste pour faire des petits compromis pour sa propre personne, il serait déjà sorti. Ça, je peux vous assurer. Alors Non, 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 là, pardon, pour préciser ma question, je ne parle pas, alors là, je sais pas si vous voyez, vous m'entendez, alors il faut tapoter le live parce que je pense qu'on est un peu attaqué là. La dernière fois, c'était plutôt sympa avec Durel Wemba, pas de problème, mais là, je pense que la présence d'Hervé Maïka fait qu'on soit attaqué parce que ça va couper. Je veux donc, il faut tapoter good life, c'est ce qui m'a tapoter, c'est que mes amis qui nous ont rejoints aussi, tapoter, tapoter. voilà. Alors, ma question, je veux juste la repréciser. Il va nous rester 4 minutes 30. Après, ça va couper, mais on va revenir tout de suite après. Alors, ma question, c'est, alors, c'est pas pour je parlais pas de lui au sens des arrangements à titre personnel. Non. Je me dis, bon, est-ce que c'est simplement une question d'ego? Ça a été un général charismatique dans notre pays, peut-être une référence dans tout ce qu'il a entrepris. Est-ce que pour lui, il n'avait plus d'autres challenges que la fonction présidentielle? Est-ce que c'était simplement à titre de challenge ou
porté par le mal profond dans lequel était plongé notre pays. Non, 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 non. Il avait une vraie vision, il avait une vraie façon de vouloir faire et qu'il ne retrouvait pas dans la manière de gouvernant de faire et qu'il voulait porter lui et réunir des gens avec lesquels ils allaient porter cette vision pour changer un certain nombre de choses qui lui semblaient nécessaires. Non, ça c'est sûr, c'est évident, c'est même pas à remettre en doute. C'était vraiment quelqu'un qui est venu avec une idée, une certaine idée du Congo, comme disait le général de Gaulle pour la France. Il avait une idée du Congo et vouloir conduire les choses d'une certaine manière. Alors, très bien, très bien. Alors vous, au cours de cette campagne, c'est vrai qu'il y a un tel enthousiasme populaire autour de la candidature du général Jean-Marie Michel Mokoko, enthousiasme presque inattendu ou même surprenant de la part de certains compatriotes. Euh, Là, vous parlez de la diaspora ou du Congo? Parce qu'on n'était pas, on n'était pas candidat unique au Congo, ce n'était pas gagné d'avance. Convaincre le Frocad à l'époque de rejoindre la candidature de Mokoko, ce n'était pas facile, c'était presque impossible. Je mets encore à témoin Mario Mandimba avec qui nous sommes battus sur ce jeu, à essayer de ramener chaque responsable politique qui aujourd'hui ne jure plus que par Mokoko pour pouvoir suivre cette campagne. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Dans la diaspora, évidemment, j'ai constaté quand je suis arrivé ici que beaucoup de gens disent, enfin, avoir soutenu Mokoko, mais sur le terrain brazzavillois, ce n'était pas facile que ça d'imposer cette candidature. Justement, mais après, justement, au niveau je parlais là du Congo, un vrai, véritable enthousiasme populaire. Et en plein campagne, pendant que vous y êtes, pendant que vous y travaillez, puisque vous en êtes presque l'artisan de cette campagne, de J3M, c'est comme ça que vous l'appeliez, avec l'opposition, parce que c'est quand même mémorable, de façon mémorable, c'est la dernière qui a opposé des candidats d'un certain calibre. Alors, du côté de l'opposition, il y avait quand même des candidatures ou des prétendants qui étaient d'un certain poids. Je pense à Parfait Kolela, au Kobi Salissa et tous les autres. Du côté de la majorité, le président Sassou était encore porté par ses militants et une certaine partie de la population. Est-ce que vous, en ayant un regard avisé sur l'univers politique à ce moment-là, vous étiez convaincu qu'il allait se passer quelque chose, que vous devriez faire la différence, que c'était le moment? C'est passer quelque chose à quel niveau gagner, soulever les gens, Gagner, bien sûr, que gagner, qu'il allait forcément se passer quelque chose, que les lignes allaient bouger, que ça n'allait plus être comme avant. oui, on l'espère toujours, mais vous savez, ça fait des années que je suis en politique, hein, j'ai fini l'étape de croire. Hein. Il faudrait mettre des ingrédients dans une marmite et faire une sauce et espérer que les gens viennent manger, aiment manger ce que vous avez préparé. Mais oui, on espère, on donne le meilleur d'entre nous, le maximum d'entre nous, pour que ça aille, voilà, pour que la sauce prenne. On essaie de noter les points faibles pour les corriger au jour le jour. Et ce fut une campagne également très courte. Il ne faudrait pas oublier que le général Mokoko était encore à l'extérieur jusque Oui. pratiquement, si je me rappelle bien, le 7 février, qu'il est rentré, le 7 ou le 9, je me rappelle, non, le 9. Il est rentré le 9 février pour proclamer sa candidature, non, il est rentré le 7 pour proclamer sa candidature le 13, voilà. Pour proclamer sa candidature le 13 pour une campagne qui s'ouvrait le 18 mars, vous voyez un peu, c'était pas Ouais. facile. C'est vrai que c'était assez court, mais à vous entendre, hein, si vous dites que oui, vous êtes dans la politique depuis très longtemps, ça on l'a compris, et que vous avez dépassé l'étape de croire, il y a de l'espoir, mais si en tant que vous qui êtes artisan de la campagne, vous n'y croyez pas, alors je vais revenir parce qu'on va être coupé dans 6 petites secondes. Je sais pas ce qui se passe, on a une petite attaque. Voilà, chers internautes, mes chers amis, vous étiez nombreux pendant ce live à nous suivre. Alors nous y sommes, ça a coupé et on est de retour. Je vous invite à revenir aussi nombreux que vous avez été dans la première partie de ce live. Alors moi, je veux m'employer à faire revenir Hervé Maïka. Euh, alors, je vous invite à revenir nombreux parce que il y avait des bonnes choses, on se disait des choses très importantes. On a envie de vous retrouver aussi nombreux que vous étiez dans la première partie de ce live. Vous étiez près de 200, un peu plus de 150 personnes connectées.
je vous invite à revenir et puis on va s'employer à faire revenir Hervé Maïka dans ce live. Hervé Maïka, tac, 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 tac. Archange Moussodia, déjà de retour. On va partager, on va continuer. Voilà, on est attaqué comme ça. Je sais pas pour quelle raison. On va revenir. Dites-le surtout. Good live, good live. Voilà. Plus de j'aime attire plus de spectateurs, donc d'internautes surtout. Donc il faut liker, il faut liker, il faut commenter, il faut liker, il faut commenter pour ne pas qu'on soit victime d'attaques, victime de signalements. Alors, Hervé Maïka, est-ce qu'il est revenu? Voilà, j'ai fait signe à notre invité qui va certainement nous rejoindre. Alors, revenez aussi nombreux que vous avez été pour la première partie de ce live. Notre invité va nous rejoindre incessamment. Vous étiez plus de 150 personnes connectées à ce live. En tout cas, merci à Hervé Maïka qui nous a emmené aussi son beau monde. Alors, il est là, je pense, peut-être. Oui, il est là. On va envoyer notre invitation. Voilà. N'hésitez pas surtout à liker. On nous dit ici, on nous informe que plus de likes sécurise le live. Donc voilà, bon. Merci encore à Hervé Maïka. Tu nous as emmené ton beau monde. Ils sont là. On était plus de 150 à être. Ils étaient plus de 150 à être connectés. Donc, je le disais, hein, on a été coupé à ce moment-là juste parce que ma question était de savoir est-ce que vous, tant qu'artisan de cette campagne, vous y croyez? Vous m'avez laissé entendre que avec toute l'expérience qui est la vôtre, vous vous laissez plus berner par les illusions. Vous, c'est vraiment la pratique, c'est vraiment les faits. Combat, je suis jamais allé à un examen, on me dit que je crois que je vais l'avoir. Je donne le meilleur de moi-même au maximum. Et donc, oui, on avait nos chances. Oui, on pouvait peser, oui. Et puis, quand vous êtes à l'intérieur, vous savez où sont vos faiblesses. En même temps, vous savez que je sais que je n'ai pas suffisamment de personnes dans les bureaux de vote. C'est ça qui m'empêche, moi, de dormir. Qu'est-ce qui laissait cette petite place à la nuance plutôt à une conviction intime? C'est le système qui vous faisait douter, c'est... Tout, l'organisation technique, on n'avait pas les moyens. C'est pas une campagne, on n'était pas soutenu par je ne sais pas quelle puissance ou par je ne sais pas quelle force. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas le temps de l'organisation, parce que l'organisation, vous savez, l'expérience politique, c'est pas tellement le nom du parti, hein, mais tu as appris à faire des campagnes. Tu sais très bien ce dont tu as besoin. Donc, et parfois, vous avez des gens autour de vous qui le savent un peu moins. Lorsque vous êtes en train de partir pour aller faire un meeting, je sais pas, je donne un exemple pris comme ça au hasard, à Madingu, il y a le courant. Vous allez faire un meeting à Madingu, les autres vous disent qu'il y a le courant. Et lorsque vous dites que non, non, il faut qu'on emmène notre groupe électrogène parce que vous savez ce qui va se passer, le PCT va couper le courant. Le PCT va couper le courant. Mais vous savez, parce que j'ai déjà vécu ça. Donc, Est-ce que c'est pas des petits, alors, c'est pas une accusation, mais là, est-ce que vous n'êtes pas dans une forme de fantasme? non, 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 non. On peut dire comme ça. Chaque fois que je fais de campagne, je vous assure, j'ai dans le cortège 2 groupes électrogènes. Donc, vous savez ce que ça coûte un véhicule, ce qu'on appelle au Congo les BJ, les pick-up. Quand vous en prenez un, vous pouvez prendre beaucoup de militants qui veulent aller à la campagne. Vous le louez à 150 000 francs par jour. Il m'en faut 2, rien que pour mon matériel. Un qui va porter 2 groupes électrogènes, un qui va porter les enceintes, les baffes et tout ça. Il m'en faut 2. Et j'envoie de l'argent à chaque endroit où nous allons partir pour qu'ils louent les baffes, pour qu'ils louent le groupe électrogène. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que le type qui loue ça, on va lui donner le triple, pourquoi il ne donne pas? Parce que ça va nous arriver. C'est ça. On comprend que c'était très éprouvant, on va ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que financièrement, vous aviez les moyens nécessaires pour faire une campagne? Non. Et comment vous vous êtes financé? Comment le général Mokoko a financé cette campagne? C'est-à-dire qu'avec les ressources propres, avec les aides de quelques amis, je ne sais même pas si je peux évaluer cette campagne aujourd'hui si on avait dépassé, si on avait atteint 50 millions, je crois pas. Je crois pas. C'est avec ce que tu peux, tu mets. Avec ce que tu peux, tu mets.
Justement, pendant cette J'avais trois campagne, voitures à l'époque, mais trois voitures sont rentrées dans la campagne. Vous connaissez certainement certaines personnes qui étaient dans la campagne, dont un qui nous a présenté sa voiture et ces deux voitures sont rentrées dans la campagne personnelle et privée sans un centime. C'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a tout. donc on peut dire que derrière cet enthousiasme populaire, derrière cette effervescence, le peuple était peut-être un peu dupe à croire que le général aurait peut-être pu gagner, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus que le général a peut-être gagné ou aurait pu gagner. On y reviendra au cours de notre live, mais vous, Je suis étant... convaincu de la même chose et dans la même manière dans la phrase telle que vous l'avez prononcée, c'est-à-dire que on a peut-être gagné, on aurait pu gagner. Je Alors, suis convaincu de ça. on y reviendra, on y reviendra au cours de notre échange, mais de ce que vous nous révélez en étant l'artisan de cette campagne, on commence à y voir un peu plus clair et c'était un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer de l'extérieur. La gestion technique était difficile. La gestion humaine était également difficile parce que beaucoup de gens vous rejoignent qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas la même vision. Et sauf ceux qui ont vraiment de la hauteur, je remercie beaucoup en tout cas un certain nombre d'entre eux qui venaient de grands partis, qui avaient de l'expérience de 10 ans, 15 ans, qui savaient ce que c'était. Ceux-là, il n'y a pas eu de problème, mais c'était pas facile. Et avec le PCT à côté, et avec les moyens, tout ça, c'était pas facile. Alors, C'était pas une première décision. là, vous avez parlé d'une expérience comme ça en prenant, pour exemple, des groupes électrogènes dans les pick-up. Mais est-ce que le long de cette campagne, vous aviez déjà commencé à sentir des véritables bâtons dans les roues, des deux camps, dans les roues, pardon, des deux camps, hein, que ce soit du côté, parce que de l'autre côté de l'opposition, certes, il y avait une alliance de circonstances, mais il n'en demeure pas moins que ça restait quand même de la concurrence en interne, parce que Non, tous, non, non. Non, non, honnêtement, non. De l'opposition, non. non, Non, de l'opposition, personne ne nous a mis des bâtons dans les roues. Ils ont eu du mal à accepter à se réunir autour d'une campagne. Une fois qu'on était lancé, ça se voyait que la puissance était telle que c'est pas la peine d'aller se fatiguer. Ils se sont rangés. Il y en a qui nous ont soutenus, qui ont complètement, qui ont mené toute la campagne avec nous, comme le grand frère Mirassa, qui ont complètement continué avec nous. Mais il n'y a pas eu de bâton dans les roues d'aucune manière que ce soit, de manière physique et pratique, de la part de l'opposition congolaise. Ça, non. Si je dis ça, je mens. Vraiment. Que je sois de l'UPADES, que ce soit du MCDDI, que ce soit du RDD qui pouvait se plaindre que Mokoko avait coopté un grand nombre de ses cadres dans le Nord. J'ai entendu ça, mais sans sentir quoi que ce soit de ce côté-là. Mais du côté du PCT, par contre, mais c'était tous les jours. tous les C'était jours tous les jours. vous sentiez cette, Ah ouais. cette menace. Alors, je parlais de cette alliance, hein, le FROCAR de l'IDC, alliance de circonstances, va-t-on dire. Euh, Selon certaines indiscrétions, alors, il semblait que le général Mokoko, parce que alors plusieurs analyses ont été faites, hein, à ce moment-là, il fallait pour l'opposition aller en rang serré avec une seule candidature pour avoir de chances de gagner. De l'autre côté, il y a eu la stratégie selon laquelle on va en rang dispersé, on va grappiller des voix, ce qui va forcément diminuer le président Sassou et enfin faire un second tour pour que tous à la fin on se reporte derrière l'opposant qui arrivera au deuxième tour. Mais selon certaines indiscrétions, on dit que le général Mokoko était un peu hostile à une candidature unique portée par cet enthousiasme populaire. Il était un peu hostile à ça. Non, il n'était pas du tout hostile. Nous avons travaillé dans le sens d'appeler les autres à venir soutenir la candidature unique de Général Mokoko. Mais quand vous êtes dans une telle démarche, c'est que vous acceptez que eux aussi ils disent que nous aussi on a un candidat unique et que nous aboutissions à trouver une formule pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver lequel de votre candidat ou d'une autre. Donc, quand vous allez dans une démarche comme ça, vous le pouvez. Et puis, ça vous permet également de grappiller des gens sur le chemin qui vont vous rejoindre. Non, Mokoko n'était pas du tout hostile à l'idée d'une candidature unique, mais on savait, en commençant cette stratégie, qu'elle pourrait ne pas aboutir. Si elle aboutit, voilà comment on agit. Si elle n'aboutit pas, voilà comment on agit. De ce côté-là, il y a pas de Et vous problème. pensez qu'il aurait pu être disposé si tout le monde se mettait d'accord pour une candidature unique à laisser la place à une personne qui semblait plus à même de pouvoir porter la voix de l'opposition? Officiellement, mais on s'était entendu que je vais tout faire pour casser une telle idée. C'est moi qui allais me jeter, que c'est pas mon coco, mais c'est moi qui ai fait un scandale. Bon, ça c'était déjà prévu. On, Hein? on sent toujours cette petite hostilité-là. Mais Ça bon, c'était déjà prévu.
Au cas où il y a quelqu'un d'autre, moi, je vais m'occuper de laminer la personne en question. Mais pas pour... Ça, c'était déjà prévu. Bon, donc, vous comprenez, c'est ça la politique. Voilà, c'est une opposition dans l'opposition, mais ça fonctionne toujours comme ça dans tous Ah, les ben cas. oui, je suis désolé. Chacun Alors, ses cas. finalement, c'est une belle épopée qui est en cours, c'est une belle aventure que Je suis vous. allé voir Parfait Kolela quelques jours avant l'élection pour lui dire que bon, je vais te parler de la candidature unique. Il me dit Hervé, pas à moi. J'irai, mon coco ira. Parlons des vraies choses. Je dis oui, mais je suis en train de partir chez les ex. Et il me dit Hervé, arrête-moi ton chat, arrête ça, arrête ça. J'irai, mon coco ira. Bon, parle-moi des vraies choses. Est-ce que vous avez quelle force? Voilà, et on est passé à autre chose. Voilà, avec les gens expérimentés, vous comprenez vite. Très bien. On va arriver effectivement à cette affaire, effectivement, de cette scénarisation, de cette théâtralisation, justement, de ce coup d'État. On va y arriver très rapidement, en quelques petites secondes. Est-ce que vous pensez, vous, que là a été l'une des premières erreurs de l'opposition de ne pas avoir véritablement pensé à avoir une candidature unique? Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Les candidatures uniques sont chimériques. Tout le monde en parle, ça marche jamais. C'est chimérique. Très bien. Je ne crois pas. Vous n'y croyez pas un instant. Très bien. Non, Alors, je le disais, on y arrive maintenant. Alors, pendant que tout se passe bien, vous vivez un beau moment de campagne entre énergie dépensée, fatigue et autres, et la joie de voir le peuple continuer à se regrouper autour de vous. Bim, arrive cette situation, et ben cette théâtralisation, cette scénarisation, cette vidéo où tous les Congolais en connaissance de ce que préparait le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est-à-dire un coup d'État avec une forme de scénarisation, de théâtralisation. Alors, lorsque vous avez connaissance de ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites personnellement, vous, Hervé Maïka? Vous vous dites, euh, mince, le gros complot est tombé, ça va peser sur nous. Est-ce que vous vous dites, en tant que démocrate, oui, je pense que le général nous a caché une partie un peu sombre de lui, parce que finalement, il peut être rangé dans le camp des putschistes. C'est pas tant l'homme qui a fait des grands discours, des envolées oratoires en parlant d'honnêteté, de responsabilité, d'exemplarité qu'on nous a vendu. Finalement, il y a derrière lui des grosses casseroles. C'est quand même antidémocratique. Ça aurait pu, si ça avait été fait, ça aurait pu ruiner la paix et la vie des Congolais. Comment l'avez-vous reçu, vous? alors, comment je l'ai reçu? Moi, je suis un technicien. Moi, quand une information comme ça me tombe, mon premier réflexe est de penser comment je fais pour la tirer à mon avantage. C'est ça d'abord que je pense. Toutes les réflexions philosophiques que tu fais là, c'est bien. Ça, c'est quand tu es sur les réseaux sociaux. Quand tu es sur le terrain, c'est pas ça. Moi, mon problème, c'est que comment, j'ai regardé ça au moins 5 fois. Au moins 5 fois pour savoir comment je fais pour tirer ça à mon avantage. Et quand En tu fait, vas dans la rue, les gens, ils disaient quoi? Ah, mais, quand ça se va se braquer là, est-ce que lui, il a le courage? Moi, je tirais ça maintenant. Vous qui disiez qu'il n'a pas le courage. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Vous avez vu la vidéo là? Vous blaguez encore. Voilà. Tu es un politique, tu transformes la chose. Tu n'es pas dans l'émotion. L'émotion, ça, c'est quand on est dehors, tu es libre, tu n'es pas dans l'émotion. Tu as un candidat à faire gagner tout ce qui va venir. Et en plus, cet épisode est secondaire. Le premier épisode qui nous a posé du problème, c'est pas ça. Il est beaucoup moins connu. Mais le premier épisode, c'était le jour même de l'ouverture de la campagne. Je crois que c'était le 2 mars ou le 4 mars, je crois. C'était le jour de l'ouverture même de la campagne. C'est ce jour-là qu'il reçoit une convocation à la DGSE à l'époque, sans même savoir pourquoi il doit être convoqué. Et là, sur le coup, nous ne savons pas si on va le retenir là-bas ou pas. Nous ne savons pas. Je veux même là en besogne. Le jour de l'arrivée de Mokoko même, quand il quitte de l'étranger, quand il arrive, nous allons l'accueillir à l'aéroport, on est tabassé à l'aéroport. Des policiers en civil sont là, engardés de gourdins là. Donc nous sommes là, on attend, les foules sont là, devant, là où on attend les gens. Dès que le général apparaît, c'est les cailloux qui tombent, ce sont les gourdins qui tombent, on est bastonné. Il faut pas oublier d'abord ce premier épisode. Donc on est bastonné, le général est caillassé, il est blessé au genou. Et tout le monde s'est oui, parti. mais épisode qui, entre autres, pardon de vous couper, épisode qui, là, effectivement, c'est le général qui est victime de sa popularité certainement, mais pour revenir à ce qui aurait pu être terrible pour les Congolais, si jamais il avait réussi son coup. Les Congolais ont, dans la mémoire collective, pas une bonne image, déjà, de nature, un coup d'État, ça n'est pas une bonne chose, mais au Congo, c'est souvent suivi des fusions de sang. Alors,
là, c'est un problème. Moi, j'ai du mal à comprendre que vous me dites là à l'instant que Non? vous avez trouvé le moyen de tirer ça à votre avantage. Ah ouais, non, vous êtes un technicien, vous êtes là pour faire pour tirer à votre avantage un candidat. Si on m'avait dit qu'il était en train de préparer, je sais pas moi, je sais pas quoi, moi je suis pas juge, hein, ils n'ont qu'à mener l'enquête jusqu'au bout. Moi, mon boulot à moi, c'est de faire gagner un candidat, c'est de faire aimer un candidat, c'est de faire pousser un candidat. Quelque chose que vous allez, moi je suis pas juge, hein. Non, 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 mais vous pouvez pas. Vous êtes quand même un homme Non. politique. Ben oui, mais je suis pas un tribunal. Quoi qu'il arrive, le but pour vous, donc pour vous, il n'y a pas de trahison. Même lorsqu'on fait on a des Mais je ne pratiques sais pas à en quoi l'encontre ça du aurait pouvoir. été une trahison pour moi. Ce n'est pas un... Je suis là pour faire gagner un candidat. Il m'aurait trahi en quoi? Parce qu'il avait pensé à un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso. Il m'aurait trahi en quoi? Et encore, Alors, il faut encore démontrer que la vidéo est vraie. Il faut encore démontrer tout ça. Non. En politique, on doit l'a-t-il démenti lui-même? Vous avez une connaissance ou un souvenir qu'il l'a eu non, je après? ne vous dirai, non, permettez que je garde un peu ce qu'on s'est dit, lui et moi, concernant cette vidéo. Mais qu'est-ce qui prouvait que la vidéo était réelle? Moi, je ne voyais pas. Alors, Fallait faire on est un tout peu ce que loin je de la pouvais vérité. dire, qu'il faut envoyer la vidéo, la faire expertiser. Je connais un bon laboratoire en Angleterre. Ça prendra 9 mois, mais on nous dira la vérité. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Alors, Et la lutte rien ne prouve que l'une des choses qui pouvait nous prouver qui pouvait nous emmener à penser que la vidéo était irréelle, c'était un démenti de sa part, chose qu'on n'a pas eu et que vous ne voulez pas ce soir mais non, nous en dire non, non, plus. non, mais moi, je Mais n'aurais pas été d'accord qu'il apporte le moindre démenti ou quoi que ce soit. Il y a une accusation, on menait des preuves palpables, une vidéo faite avec une cassette VHS, tout le monde peut la fabriquer. Nous, on va demander donc, convoquez-nous pour ça, nous, on va demander une contre-expertise par un laboratoire reconnu capable de le faire. Et cette contre-expertise, il y en a pas à l'époque, en tout cas en 2016, qui pouvait se faire au moins de 9 mois. C'est D'une, tout. quand, quand ça vous arrange, vous la tirez à votre avantage pour essayer de dire qu'on n'est pas aussi des bras cassés. On peut répondre aussi avec nos muscles. Et de deux, quand ça ne vous avantage pas, vous cherchez la preuve que l'on vous prouve que on est dans quelque chose de Je ne réel. vois pas très bien de quoi vous êtes en train de Alors, je parler. suis en train de vous dire, tout à l'heure, vous nous avez révélé que vous avez tout fait en ce moment, étant le technicien que vous êtes, hein, à faire que cette situation soit tirée à votre avantage. On comprend que vous nous dites là que, à ce moment-là, c'est une façon pour vous de montrer vos muscles, de dire que vous n'êtes pas des bras cassés, que vous pouvez aussi répondre d'une manière ou d'une autre. On témoigne de cette vidéo. Et de l'autre côté, lorsqu'on vous incrimine sur la responsabilité de cet homme politique pour qui vous avez tenu la campagne, vous nous dites finalement, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une vraie vidéo et prouvez-nous. Mais C'est quand vous même avez la quelque chose réponse que vous là-dessus. Qu'est-ce n'arrivez qui pas me à fait faire. dire à moi que vous avez la réponse, vous, ce qui me fait dire à moi que c'est une vraie vidéo? Parce que moi, ce n'est qu'une expertise qui peut me dire si c'est une vraie vidéo ou pas. Je ne sais pas si vous avez la réponse, moi je l'ai pas. Alors, la seule chose qui peut nous faire réfléchir, ce serait le démenti du concerné ou de son équipe, en disant, ça n'est pas une vraie vidéo, je ne me reconnais pas. Mais on l'a jamais eu. On n'a jamais eu de démenti à ce niveau-là. Bon, je pense que Je, je ne vois pas. En tout cas, moi je leur ai déconseillé de démentir sans qu'ils apportent d'abord la preuve finale que ce qu'ils montrent est vrai. Nous, on allait demander une contre-expertise. C'est tout. Je ne leur ai jamais conseillé de le faire. Je crois que les deux, trois juristes qui étaient autour ou les deux, trois analystes psychologiques ont dit la même chose, hein, que non. Il n'y a rien à démentir. Si vous avez une accusation, nous, on demandera une contre-expertise. très Tout bien. simplement. Et cette situation, vous l'avez pas vécue comme un caillou dans votre chaussure à un moment? Est-ce que ça n'a C'est pas pour ça que je défini? vous ai relaté ce qui s'est passé avant, parce que c'était pas le premier cas. Le premier cas, c'est l'accueil du général. En fait, si je vous raconte tout, ça serait beaucoup trop long. Parce que nous, on a commencé à poser les banderoles que le général sera candidat. Il n'était pas encore là. Mes petits se sont fait arrêter, on a confisqué ma voiture, etc. Donc, les cailloux, je les avais depuis le début qu'on a continué à soutenir cette candidature. Donc, pour moi, ce n'était qu'une étape parmi tant d'autres. C'est vrai que c'est l'étape qui a fait connaître les bâtons dans les roues du PCT. C'est vrai que c'est l'étape. Mais pour moi, qui ai vécu la chose depuis le début, ce n'était qu'une des étapes. Oui, mais pour les Congolais, c'était quand même une chose assez Non. importante à savoir. Euh, Pour le commun des mortels, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez senti une sorte de démobilisation autour de vous ou c'était plutôt un électrochoc, ça a remobilisé encore les troupes? Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ceux qui étaient avec nous ont continué à venir. Ceux qui nous critiquaient déjà ont continué à nous critiquer. C'était ni l'un ni l'autre. On a continué notre chemin comme si
Rien n'était. Il y avait plusieurs tests. C'est pour ça que je vous parle des autres épisodes très peu connus, mais qui étaient très importants. Une fois qu'on a bastonné les militants le soir à l'aéroport à l'arrivée de Mokoko à 19h. Quand on a quitté, l'idée c'était de quitter l'aéroport et de l'accompagner jusqu'à la maison. Mais tout le monde s'est éparpillé. Je me suis retrouvé avec chez Mokoko. On était 3 autour de lui. Hein. À l'aéroport, on était près de 10 000 peut-être à l'attendre. Hein. Autour de lui à la maison, on était 3 parce qu'on venait de nous bastonner. Peut-être que ça va se poursuivre jusqu'à la maison. Donc les gens ont peur de venir, peut-être qu'on va les arrêter. Donc on s'est retrouvé à 3. Donc ce soir-là, je suis en train de me demander les 10 000 que j'ai mobilisés là, est-ce que je vais les retrouver demain ou pas? Vous voyez, donc il s'est passé pas mal de choses comme ça dans les étapes, mais je remercie ceux qui étaient là, ceux qui ont donné du courage, ceux qui ont donné du temps. Donc voilà. Je comprends que c'était traumatisant cette affaire de vidéo, mais on l'a pas vécu comme ça. Ce qu'on a vécu, c'est plutôt le lendemain. Convocation à la police, on ne sait pas que s'il y va, est-ce qu'il va sortir? S'il n'y va pas, est-ce que vous venez nous arrêter à la maison? Qu'est-ce qu'on doit faire? Devons-nous opposer une résistance? C'est-à-dire que on attroupe les gens chez lui et que ben pour l'atteindre, il va falloir traverser et faire du mal à beaucoup plus de gens, ça sera dur. Ou alors, on se laisse faire, on dit, nous, on est des légalistes, on respecte, on y va. Chaque décision que tu vas prendre a de lourdes conséquences. Là, c'était difficile. Et c'est là que je vous dis que Mokoko n'arrive pas pour vous dire, moi, je pense, moi, je décide. Non. Réunissez-vous, discutez, qu'est-ce que vous en pensez? Toi, parfois, il est là, parfois, il n'est pas là. Parfois, il est là, il vous écoute. Toi, tu donnes ton avis, toi, tu donnes ton avis, on dit, bon, général, on décide que tu vas faire comme ça. Tout le monde est d'accord. Ou ceux qui ne sont pas d'accord se plient aux arguments des autres. Ok, c'est comme ça que je vais faire demain. Il met sa vie entre vos mains. Vous comprenez? C'est comme ça. Très bien. Alors le général Mokoko, on rappelle, hein, qui aujourd'hui est en train de continuer à purger justement sa peine, condamné selon ce qui nous est rapporté pour des faits de droit commun. 9 ans aujourd'hui qu'on en parle, on a quand même cette impression à un moment que cet enthousiasme populaire, cette effervescence autour du général Jean-Marie Michel Mokoko était plutôt lié à un nom, à un personnage, à un nom, je parle de son patronyme, un nom connu, qui a du vécu, un monsieur qui a une carrière, et loin d'un vrai projet, un vrai projet politique qui portait, peut-être que les Congolais aujourd'hui ne s'en souviennent plus. À l'époque, on connaît bien le projet politique de la majorité, du président Sassou, chemin Moi, je ne le d'avenir. connais pas. Le chemin d'avenir. On connaît le Non, projet. oui, les titres, mais ce qu'il y a dedans, je crois que Sassou lui-même ne le connaît pas. On connaît le projet politique de Parfait Kolela, le plan parfait pour le développement du Congo, axé sur la décentralisation. Alors, celui de Jean-Marie Michel Mokoko, c'est vrai qu'on en parle assez peu. On parle peu de son projet et plutôt de sa personne. Est-ce que les Congolais ne l'ont pas suivi simplement par une envie, pardon, accrue de changement? Quel était son vrai projet? Mais c'était aussi une arme aussi. L'envie du changement aussi est un axe. Ceux qui n'avaient peut-être pas tellement incarné le changement ont plutôt insisté sur le titre d'un papier. Chacun a ses armes quand il va au combat. Je peux Nous, l'entendre, notre mais arme était celle-là, c'était le changement et que voilà, c'était. Je On peux a joué avec ça. l'entendre, hein. On peut l'entendre, mais un projet politique, ça reste important. C'est quand même un projet sur lequel vous bâtissez la vision de votre Ouais, gestion à venir. Et c'est quel vrai. est donc le projet politique de Jean-Marie Michel Mokoko? On en parle très peu. On parle Si, plus, si, on n'en parle pas, mais il existe, hein, il existe. mais il est porté sur quoi? Quel est Mais ce son... n'est pas sur, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, c'était pas sur cela que je communiquais particulièrement. Mais je l'ai, hein, il existe, il y a pas de souci. Non, il est porté sur beaucoup de choses, beaucoup de réformes au niveau de l'administration, au niveau de l'armée, au niveau de l'éducation, de la jeunesse, etc. Le projet a été très promptement travaillé, très dignement travaillé, ça, il n'y a pas de souci. Même notre campagne n'était pas spécialement axée sur le projet, mais sur l'alternance. Et il était là que nous, on peut. Nous, on a le charisme, nous, on a le courage, on a l'expérience, c'est ça, c'est simplement un choix. C'est paradoxal quand même lorsque vous attaquez votre adversaire direct sur son projet, sur son bilan, ce qui est un peu plus facile à faire parce que lui, il a été aux affaires et que vous, derrière, vous avez, comme vous nous le dites ici, un projet politique bien bâti, bien structuré, sur lequel vous ne vous focalisez pas, mais vous C'est un préférez choix. parler Non, d'alternance. C'est assez curieux à entendre. On a c'est un l'impression choix. que projet contre projet, vous étiez un peu à la bourre peut-être. Non, c'est un choix. C'est un choix. On avait qui le défendre, on avait préparé, machin, mais le PCT refusait toujours
les face-à-face et les débats. On avait ça, mais c'est un choix de Très communication. bien, très bien. Finalement, lorsqu'on a été observateur de cette élection de 2016, observateur, on se dit, voilà un combat équilibré enfin, après tant d'années. Bah, au final, il s'est passé ce qui a pu se passer. Le résultat des urnes a été autre que tout ce qu'on pouvait imaginer ou espérer. Est-ce que là, au vu des résultats des urnes, de ce qui est sorti des urnes, vous avez eu un vrai un dédain pour la politique? J'ai eu un dédain pour la politique. C'est-à-dire au vu de vos espérances, au vu de ce qui est... Parce que l'écart est Oh. important quand même. L'écart entre quoi et quoi? Bah, entre la, J'essaie juste de comprendre. bah, l'écart entre la victoire du président Denis Sassou Nguesso et le Oui. score obtenu par Jean-Marie Michel Moukoko et le reste de l'opposition. C'est un écart Oui, important. non, je dirais pas dédain pour la politique, mais la politique, il faut pas partir avec un but et que si j'atteins pas ce but-là, je suis mort. Non, c'était un épisode, on n'a pas eu les moyens de la prévention de pouvoir, enfin, on n'a pas pu prévenir ce coup-là, on n'a pas eu les moyens de résister à ce type de coup-là. Oui, je l'ai vécu comme ça, comme j'ai manqué de moyens pour pouvoir sauter cette étape-là, pouvoir percer ce cap-là, mais pas un dégoût en tant que tel, non, c'est pas la peine. Vous aviez quand même, vous êtes parti à cette élection, vous aviez des représentants dans les bureaux de vote. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire les chiffres que vous avez obtenus? Est-ce que vous pensez quand même, au-delà de tout, hein, je sais, on sait un peu comment ça se passe, vous avez les résultats en même temps de tous vos concurrents. Est-ce que lorsque vous avez comptabilisé ces chiffres-là, vous pensez que les résultats sont différents des résultats officiels annoncés? Très largement. Très largement, même s'il me manquait un quart des bureaux de vote, tout portait à croire qu'on allait au deuxième tour avec Parfait Kolela. Tout portait à croire. Ah bon? Voilà. Oui, oui, je connais très bien les centres où la fraude a été organisée, particulièrement à Talangaï, particulièrement dans un secteur de Wenze, pas dans tout Wenze, mais Talangaï, c'était la grosse pagaille. Donc, je savais très bien où est-ce qu'ils ont joué, où est-ce qu'ils ont travaillé. Et même en tenant compte de cette pagaille-là, on n'enlève pas une seule voix sur son garçon, il passait pas. Il passait pour deuxième tour. Il passait pas. Les résultats communiqués n'avaient rien à voir avec les fiches qui existaient, qui étaient apparues. Maintenant, il faut avoir la capacité de résister, de faire soulever du monde pour qu'il y ait un recomptage, un blocage pour pouvoir, voilà quoi. Parce que nous, on avait des chiffres. En fait, c'était une manière qu'on avait trouvée, c'est-à-dire on avait acheté des téléphones satellitaires qui pouvaient nous permettre au chef de bureau de vote de nous communiquer les résultats directement. Il n'y avait pas le réseau partout à l'époque. On pouvait même pas passer par les téléphones portables, c'était assez compliqué. Et donc, on a pu rassembler l'essentiel des bureaux de vote, même en prenant la pagaille du PCT, il passait pas. Mais bon, faut ensuite avoir les moyens de mener le combat. Il faut ensuite avoir les moyens de résister. Quand vous dites avoir les moyens de résister, avoir les moyens de mener le combat, vous avez pensé à un moment, vous avez employé le mot, les moyens de faire blocage, vous avez pensé à un moment à demander au soulèvement du peuple? Mais on l'a fait. On l'a fait, vous êtes, enfin vous, chacun restait à la maison. On l'a fait. Mokoko a dit à 13 heures, je crois que c'était sur TV5, que j'appelle le peuple à se soulever, à résister, etc. C'est ce qui a justifié qu'il soit mis en résidence surveillée. Et pendant qu'il est en train de le faire, j'étais dans la rue, ce jour-là, j'étais en train de rouler à 13 heures et mon téléphone sonne. Vous croyez que les autres hommes, c'est là maintenant qu'il y a eu cassure. Et pas seulement avec les hommes politiques extérieurs et même intérieurs. Voilà, parce qu'il y avait des gens qui étaient avec nous dans la campagne, j'espère qu'ils me suivent et qu'ils se reconnaîtront, qui m'ont appelé juste pour me dire Hervé, c'est toi qui l'as dit de dire ça, hein? Tu nous mets en danger, hein? Tu es fou, toi. C'est ça. Moi, je la prenais comme tout le monde à la télévision. Comme Est-ce tout le monde. est-ce qu'il n'avait pas eu raison, ces personnes-là, d'être inquiètes au vu de la demande que faisait le général Nodou? Non, parce que Il faut un surtout, décalage quand même. que ça vienne de quelqu'un de l'UPADES, qui était un sympathisant, parce que l'UPADES était sympathisante de notre campagne, même s'ils avaient un candidat, ils étaient quand même sympathisants de notre campagne. Mais ils n'étaient pas à l'intérieur du système, je peux comprendre, mais que ça vienne des gens avec lesquels on a tenu des réunions, on a dit que qu'est-ce qu'on fait si ça sous-vole le truc, eh ben on va essayer de résister, de bloquer la rue, de soulever les gens. Ils le savent. Ils le savent, donc ne faites pas semblant, une fois que le général l'a dit, sans vous reposer la question, mais on l'avait déjà conclu. Ça, on l'avait conclu. Et on avait dit qu'on assume les conclusions que nous prenons ensemble.
Mais c'est ces gens-là qui se fâchent contre tout le monde, que non, 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 et qui essaient de démoraliser tout le monde de ne pas y aller. Personne n'est sorti. Il n'y a pas un seul quartier, une seule rue où il s'est passé quelque chose. Nulle part. Alors, vous le dites si bien, hein, vous expliquez ce vécu. Voilà pourquoi ce moment que nous partageons ici avec nos internautes est un moment très très important. Euh, Finalement, les choses se passent assez mal parce que les ennuis judiciaires vont commencer pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Derrière vous, vous êtes en exil. Est-ce que à un moment, tout ça vous a fait passer euh, en tête une idée de couper complètement avec le Congo? Est-ce que ça vous a Non, pas traversé? du tout. Pas du tout. Encore une fois, l'histoire ne va pas tellement dans ce sens. Lorsque je quitte le Congo, moi, je suis en mission. Mhm. Moi, je suis envoyé toujours dans le cadre de cette campagne du général Mokoko pour contacter un certain nombre de personnes pour mener des actions. Moi, je ne m'attends pas à ce que ça dure indéfiniment. Je vous assure, je suis arrivé en France, les 2, 3 premiers mois, je faisais mes courses, hein, pour ce que je vais ramener au pays, hein. Moi, pour moi, je ne voyais pas pourquoi ça allait durer longtemps. Je suis arrivé, je suis reparti, je crois, 3 semaines après en Afrique de l'Ouest, je suis reparti quelque temps après, quelque part ailleurs en Europe, etc. Mais j'étais en mission. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure jusqu'à aujourd'hui. Alors Donc, finalement, vous vous retrouvez en exil finalement. finalement, oui. Finalement, oui. Oui. Justement, après tout ce moment-là, vous vous retrouvez en exil contre votre volonté, vous le dites. Vous savez même pas ce qui allait suivre derrière. Finalement, vous vous retrouvez en exil presque forcé, on va dire. Euh, Est-ce que là, vous avez eu un moment envie de couper tout avec le Congo, quoi? Non, pas vraiment, mais de prendre du recul, de prendre une pause, de regarder les choses avec distance. Alors, la question sous-jacente, c'est souvent de me dire, mais pourquoi tu n'es pas allé continuer le combat avec Mokoko quand on l'a arrêté? Ah, je veux bien, quand on est loin, on voit pas. Mais Mokoko, moi, j'ai jamais coupé le contact avec Mokoko, hein. Si j'ai envie de lui passer un message demain, il l'a demain soir, hein. Il n'y a pas de problème. Mais Mokoko n'est pas un parti politique, c'est ça qu'il faut comprendre. Mokoko, c'est un individu, c'est une personne humaine. Donc, tu peux pas, si c'est un parti politique, votre chef du parti est arrêté ou il est mort, vous faites un congrès, vous le remplacez. Mais là, vous avez affaire à un individu, une personne humaine, avec lequel vous êtes en contact. S'il veut que vous fassiez quelque chose, vous allez en discuter, que vous soyez d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, c'est avec une personne humaine que vous échangez. Mais ça, je peux même le dire, c'est pas une question de d'accord ou pas d'accord. Vous savez, quand je suis arrivé en France, mon coco m'a dit une chose, je peux le dire en public parce que je l'ai déjà dit au cours d'une des rares réunions de la diaspora à laquelle j'ai participé. On me posait la question de savoir pourquoi je ne viens pas dans les réunions sur ces trucs-là. Et parce que le général m'a dit une chose, tu arrives là-bas, tu ne rentres pas dans leur jeu. Ils ont leur organisation, ils savent comment ils fonctionnent, ils savent qui dirige quoi. Tu ne rentres pas dedans. Tu les laisses faire. Toi, tu es du bureau de Brazzaville. Je ne veux pas entendre que là-bas, Hervé est devenu secrétaire porte-parole du bureau de la France. Non. Tu les laisses faire. C'est une personne humaine qui a son organisation, qui a aussi ses relations avec les gens qui étaient ici. Donc ce n'est qu'un exemple. Pour la suite, c'est la même chose. S'il y a une chose, je demande au général Mokoko, il me parle, il m'envoie des messages, il n'y a pas de problème. Est-ce que il vous est arrivé à un moment de votre vie d'en vouloir un tout petit peu à vos compagnons de lutte, j'entends là ceux de l'opposition, Frocard, d'avoir pensé qu'ils vous ont pas suffisamment ou qu'ils n'ont pas suffisamment défendu la cause de Mokoko, qu'ils ont peut-être Qu'est-ce trop qu'ils auraient pu faire? critiqué. Quelle force ils avaient? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Faut pas accuser pour accuser. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? S'ils me demandent, dis-moi une chose que j'allais faire que j'ai pas faite. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ceux qui ont pu aider en ce moment-là, pendant la campagne, ont pu aider. Ceux qui ont pu aider après, peut-être, mais bon. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Le système, c'est sous la verrouillé. S'arrange pour que personne n'ait la possibilité de faire quoi que ce soit. Tu te fais arrêter pour un oui ou pour un non. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Moi, je vois pas. Je leur en veux pas, non, à personne. À personne, vous n'en voulez à personne, pour vous c'est une page qui est peut-être pas tournée, mais bon, On a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire, je crois. Bah, on peut toujours mieux faire, hein, on peut toujours mieux faire. On a fait ce que l'on pensait juste de faire, et c'est pas la faute. En tout cas, s'il y a une faute, elle ne viendrait pas de quelqu'un de l'opposition. De quel poids, de quel truc? Il y en a qui accusent, notamment Parfait Kolela, d'avoir vite abandonné. Je sais pas si votre idée était là-bas. Euh, alors ça encore, c'est une histoire que je peux me permettre de raconter, puisque je l'ai déjà raconté également en public. Vous savez, quand on finit de voter, quand on a fini le vote, ça se comme d'habitude, coupe le téléphone. Mais nous, on avait un système pour communiquer, que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est d'acheter les puces de Kinshasa. Donc, vous achetez les puces de la RDC, il suffit de vous rapprocher du fleuve, vous captez très bien. Ou si vous vivez sur une maison en hauteur, en étage, vous captez très bien. Donc, on continue, nous, à échanger, le téléphone est coupé, on se prend un rendez-vous avec Parfait. Et lorsque je prends ce rendez-vous avec Parfait, c'est Parfait qui me demande juste une question.
dis-moi, est-ce que vous avez de la force pour résister? Est-ce que vous avez prévu quelque chose en cas de bras de fer? Mais moi, il faut que je vois ce que vous avez prévu. Il faudrait que vous me le montriez que non, nous, on a tant de gens, on a tant de ceci. Sinon, moi, je ne suis pas pour moi fort. Tu vois là où j'habite, là, mon portail donne sur la présidence. Ça se tourne son canon comme ça, moi, je suis mort. Je ne suis pas fort. Okay. Moi, je dis, OK, j'ai entendu le message, je vais transmettre au général. Lui-même va t'appeler directement pour te dire sur quoi il compte. J'ai pris le message, je suis allé transmettre. 2 jours après, Parfait dit, je reconnais les résultats, je vais aller porter plainte au tribunal de je ne sais pas quoi, au tribunal africain, tout ça. Est-ce que moi, je vais dire à Parfait que non, Parfait, tu nous as lâché? Non, non. Lui, il te dit que moi, je ne suis pas fort. Si vous avez une force, des milliards, un pays étranger qui va vous soutenir, je ne sais pas quoi, dites-moi. Vous l'avez pris pour vous, ce que Parfait vous dit à ce moment-là, vous l'avez pris comme un aveu de faiblesse de Parfait? Mais je sais qu'il est faible, c'est pas rien à aveu de, je sais. Mais je suis pas un spectateur à la télévision. Je sais de quoi. Vous avez vu comment Parfait a mené sa campagne? Nous encore, on a dû mettre 50 millions, comme j'ai dit. Mais Parfait n'a pas dépassé 15 millions. Il a mené sa campagne avec 2 voitures. Nous, on avait 17. Parfait a fait sa campagne avec 2 voitures. On le croisait partout. 2 voitures. Avec un mégaphone. Il n'avait pas besoin d'avoir des baffes et des enceintes. Avec un mégaphone où tu es à 15 mètres, tu n'entends plus rien. Il n'y avait pas de magie à rechercher, il n'y avait pas. Je connais Parfait, je connais le MCDD, j'en venais, je connais l'organisation à l'interne. Quelle magie il aurait pu faire? Quelle magie il aurait pu faire? Il n'y a pas de magie. Juste une question, c'est vrai qu'on va lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Juste une question, selon vous, qu'est-ce qui, alors que tout, alors de ce que l'on voit de l'extérieur, les choses se passaient bien, la relation certainement au plan politique se passait bien entre Sassou et Mokoko, mais quel a été le déclic pour que le général Mokoko bascule à devenir le concurrent de Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce qui Non, il s'était... n'y a pas eu un déclic en ce moment-là. Il n'y a pas eu un déclic en ce moment-là. C'est que faut pas oublier que le général Mokoko a eu à prendre une position contraire à celle de l'État pendant qu'il était chef d'état-major général et que la réunion des syndicalistes en 90 est interdite. Lui, il fait libérer les syndicalistes et il demande à l'armée de ne pas bouger. Donc, il avait déjà, à cette époque-là, il avait mis un pied dans le plat de la politique, de vouloir dire ce qu'il a envie de faire. Il a protégé et couvert la conférence nationale. On est en 90. Je rappelle encore que c'est Mokoko qui, en 92, après la dissolution de l'Assemblée, etc., on arrive pratiquement à la guerre civile. C'est lui qui convoque tous les partis politiques au niveau du palais des congrès pour décider du gouvernement 60-40. Il est déjà impliqué. Et à un moment donné, ne s'entend plus avec Lissouba. Les gens l'oublient souvent, mais Mokoko a été radié de l'armée par Lissouba en 95. C'est ce qui a fait qu'il a créé son parti politique en 96. Et quand il a créé son parti en 96, c'est pour être candidat en 97. En 97, éclate une guerre. Donc, il ne faudrait pas prendre le dernier moment où il décide pour dire que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic. Non, il est rentré dans l'esprit, dans le combat politique bien plus tôt que ça. Mais j'ajouterais sur ce point, mais ça c'est général et global. La politique, c'est 2 choses à la fois. La politique, c'est une ambition personnelle qui rencontre des circonstances favorables. Tu peux avoir envie de faire quelque chose d'extraordinaire en politique, mais ton moment n'est pas venu. Sans la Deuxième Guerre mondiale, on ne connaîtrait pas le général de Gaulle. Ça serait un petit colonel qui a pris sa retraite quelque part, on n'en aurait jamais entendu parler. Et pourtant, quand vous lisez ses écrits de quand il avait 20 ans, il avait une vision pour la France. Donc la politique, c'est une ambition personnelle, mais qui doit rencontrer des circonstances favorables. En 97, c'était pas favorable pour lui. En 2002, ça ne l'était pas, etc. Mais là, Sassou avait fini, c'est-à-dire que dans ses propres bricolages de mandats, il avait fini ses propres mandats bricolés et prolongés. Est-ce que vous la considérez aussi comme une nouvelle circonstance défavorable pour le général, celle de 2016? Non, c'était favorable, justement. C'est pour ça que vous tous, vous l'avez connu, vous avez su qu'il s'est passé quelque chose. Parce que ça soit arrivé en bout de course. On avait un argument pour dire, enfin, on a beau être copains, on a beau être frères, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes, quoi. Il faut qu'il y ait de l'alternance. Bon, favorable pour moi. Alors, à mon sens, c'était de réussir justement sa mission et aller jusqu'au bout. Je considère que s'il a échoué, une fois de plus, ça n'était pas favorable pour lui. Quoi qu'on En dise. politique, on peut réussir, on peut échouer. C'est pour ça, on m'avait demandé tout à l'heure, est-ce que vous y croyez? Mais la politique, il y a les 2 sens. On peut gagner, on peut échouer. Il faut partir avec ça dans la tête. On gagne pas à tous les coups. Très bien. Moi, j'ai noté un mot venant de vous. Vous vous êtes dit à un moment, quelque chose vous trottait dans la tête. Pourquoi vous n'êtes pas reparti justement poursuivre ce combat? Mais bon, d'un côté, Mokoko n'a pas de parti, c'est un homme en effet, mais il y avait des idées, il y avait un projet, il y avait quelque chose justement de matérialisé. Est-ce que vous avez là comme un goût d'inachevé et que vous dites que c'est pas perdu, on peut En fait, donner de ces
Je viens de répondre à la question dans la réponse précédente. La politique est une ambition personnelle qui rencontre des circonstances favorables. Les circonstances ne sont pas favorables. Et pour vous le dire simplement, il y a un jeune Congolais que j'ai entendu sortir cette phrase que je sors souvent en privé, il m'a fait plaisir. Il l'a dit hier, c'est le jeune Gisela Ondele, qui a sorti cette phrase hier ou avant-hier. Les Congolais ne sont pas prêts au changement. Sincèrement, ça peut être décourageant. Mais je ne sens pas encore, depuis que je suis parti jusqu'aujourd'hui, je ne sens pas. C'est-à-dire que c'est pas que Sassou est bon, c'est pas qu'il l'aime, mais bon, c'est la moins mauvaise solution. J'ai l'impression que ils en sont là et il n'y a pas vraiment cette niaque. Alors là, par contre, je vais vous sortir un proverbe en lari, on dit Nsatunke, c'est-à-dire Nzalamoke. C'est-à-dire que les gens ont faim, hein, mais C'est pas pas tant que des ça. morts, mais c'est pas des morts de faim. C'est pas des Oui, morts c'est de pas faim. des morts de faim. Ils ont faim, mais c'est pas aussi grave que ça pour aller manger un lézard. J'ai l'impression que les Congolais en sont là. Ils se plaignent, ils boudent, ils râlent, mais bon, c'est pas aussi grave pour. Voilà, ils en sont là. Les circonstances ne sont pas là. C'est pas, il faut pas. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, surtout dans la diaspora, on a l'impression que c'est un théâtre, hein, que tous les 5 ans, quelqu'un va aller se tuer là-bas pendant qu'ils sont eux dans leur fauteuil en train de compter les points. Oh, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Oh, il avait mal calculé son coup. Oh, il avait mal. Et puis bon, on passe au suivant. Il y a eu Mokoko 2016, il y a eu Kolela 2021. Personne n'est sorti, pas de réaction, absolument rien du tout. Mais pourquoi? Parce que nous allons moquer. Toi, nous allons moquer, to lingito. Mais le dire comme ça, c'est pas aussi une façon de minimiser tout ce que le peuple congolais déplore et vit aujourd'hui, parce que on est quand même en 2015, au moment du référendum, on avait un soulèvement populaire, ça on va pas le nier, ça on l'a vu, les gens sont sortis, les gens ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais en face, c'est pas aussi des bras cassés. Donc on peut se dire que, est-ce que là c'est pas peut-être un problème de rapport de force? Moi, Et peut-être que je provoque les Congolais aussi pour leur dire, mais il n'y a aucun leader qui va y arriver seul sans vous. Hein. Aucun leader. Si on ne sent pas que vous êtes là, si dès que vous essayez de faire un truc au pays, on voit 100 000, on voit 200 000, bon, on le fait, hein, on le fait des fois. On envoie des sous parce qu'il faut rentrer jusque dans les villages, il faut bien louer un véhicule. Même quand il y a un ami qui a le véhicule, il faut lui payer le carburant. Et là où il va partir, il faut emmener du vin rouge pour le vieux intel, pour le vieux. On le fait, on le fait. Mais à un moment donné, quand vous sentez que de l'autre côté, ça devient un business, par exemple, vous dites que c'est pas, ils n'ont pas assez faim. Ils n'ont pas assez faim. Donc, réveillons-nous tous. Personne ne sera un Superman ici qui va donner sa poitrine. Et à seul, il va faire tomber Denis Sassou Nguesso ou changer des choses. Personne ne va y arriver sans tout le monde. alors aujourd'hui, Hervé Maïka, vous êtes en France, vous vivez votre vie, vous êtes aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, vous partagez beaucoup de connaissances sur les réseaux. Comment vous vous considérez aujourd'hui? Vous êtes toujours cet homme politique? Est-ce que vous êtes un homme simplement engagé qui a des choses à transmettre? Est-ce que vous pensez que c'est pas fini? Même si Je suis pas un accro de la politique, ça c'est sûr. Je suis pas un malade de la politique que si je fais pas ça, je suis mort, ça c'est sûr. J'ai d'autres passions dans la vie. Mais on ne ferme pas la porte, on ne dit jamais jamais. Les circonstances, comme je viens de dire, on regarde les circonstances. On reste éveillé. On reste éveillé à surveiller les circonstances parce que des compagnons sont tombés dans ce combat, sont tombés en route. Et il faut pas qu'ils soient tombés pour rien parce que des engagements ont été pris, parce que nous-mêmes on a perdu du temps, de l'âge, de ceci. Il faut pas que ce soit fait pour rien parce qu'il y a encore de la vision sur ce qui pourrait être mieux fait pour ce pays-là. Pourquoi pas? Mais je suis vraiment pas un assoiffé que à tout prix, non, je regarde. Je sais bien que c'est pas le moment. Quand le moment viendra, on le sentira ou on le provoquera au bon moment. Mais on ne dit pas non sans être vraiment un fou de la politique et qu'il faut que je fasse quelque chose. Ou que ce alors, soit seulement moi. Pourquoi moi? Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être une lumière qu'on voit quelque part et nous tous on va derrière cette lumière là on dit si tu veux bien m'écouter je peux te donner ma technique de ceci mais pourquoi pas j'ai alors, fait ça toute ma vie alors pourquoi pas un de plus. alors, aujourd'hui, les années ont passé, hein, un peu plus de 9 ans aujourd'hui. Une nouvelle constitution, un paysage politique au plan de certaines personnalités hein, qui s'est peut-être un peu plus rajeuni aussi. Est-ce que vous y voyez des points communs? La connaissance, vous en avez, l'expérience, vous en avez, on vous le reconnaît, et ça, personne ne peut en douter. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des points communs susceptibles de susciter de l'intérêt à votre niveau afin d'apporter votre pierre à l'édifice du développement du Congo? C'est-à-dire Des points communs des points communs politiquement, des points communs qui pourraient susciter à vous auprès de vous un intérêt pour aller travailler aujourd'hui avec le régime en place. Vous avez de l'expérience, vous avez de la connaissance. avec le régime en place. Ah oui.
Non, je crois qu'eux ne le voudront pas parce qu'ils savent que je leur mettrai un couteau dans le dos tout le temps. Ils pourront pas dormir, donc ils le savent. C'est pas possible. C'est pas la peine de se mentir. C'est pas la peine de se mentir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui acceptent qu'on leur marche dessus. Moi, j'ai vécu des choses, hein. J'ai été dans je sais pas combien de cabinets ministériels au Congo, hein, peut-être 4. Depuis au CEBI, j'ai été inspecteur d'État, je suis passé au Trésor, je suis passé au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Je suis passé à la fonction publique. Enfin, je connais bien cette administration. Je sais ce que c'est que être écrasé, écrabouillé parce que vous n'êtes pas du pouvoir, vous êtes seulement avec le pouvoir. Et comment je fais à chaque fois pour être celui que on appelle le ministre pour dire mais ton conseiller là vraiment il ne respecte pas. Il est venu engueuler machin ici et pourtant j'avais raison sur ce point-là. Etc. Je sais ce que c'est. Donc Alors, je crois alors, qu'ils savent. alors, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Vous dites que eux le savent, ils ne voudront pas. Mais attention, seule une certaine catégorie de personnes, dont je me permettrai pas le qualificatif ici, ne change pas. Qui vous dit que ça ne peut pas changer dans un autre sens, que des gens ne peuvent pas avoir besoin de vos services. Donc, si aujourd'hui le pays a besoin de vos services, vous convie, vous n'irez pas parce que vous êtes toujours, vous gardez toujours cette, comment voulez-vous que je le dise? Cette volonté de vouloir changer les choses à votre vision, vous n'irez pas pour autant. Non, non, je ne dirais pas ça. Le pays est à nous tous, hein. Il ne faudrait pas se fermer. Le pays est à nous tous, mais peut-être pas politiquement, peut-être pas une fonction politique. Je peux faire beaucoup d'autres choses que d'occuper des fonctions politiques. Il y a des statistiques que je peux mener pour ce pays. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi seulement la politique? On s'entendra pas. On s'entendra pas, c'est pas la peine. Donc pourquoi seulement la politique? Il y a d'autres choses que je peux faire. Vous savez, moi, alors, comme je dis, je peux dire copains, j'en ai au moins 3 dans ce gouvernement, des copains, des potes. On échange toujours aujourd'hui. Il y en a qui n'étaient pas des potes, mais qui m'appellent, ça m'arrive au bout de 3 mois, mais tu as dit quelque chose là, machin. Ou d'autres qui m'appellent pour un conseil donné. Donc ça arrive, on n'est pas ennemis. Mais je suis pas obligé d'aller travailler avec eux et d'aller tous les 9 mars aller fleurir une certaine tombe quelque part au nord, etc. Là, on risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est pas la peine. C'est pas. Il y a d'autres choses que la politique qu'on peut faire. Hein, je me ferme. Il y en a un qui arrive là. Il m'a dit qu'il arrive en début juin. Là, il faut qu'on se rencontre, faut qu'on cause. Ça m'arrive 2 fois l'année. Hein. Oh non, non, non. Mais tu sais, moi j'ai plaidé, moi j'ai machin, moi j'ai tout. Mais pourquoi seulement la politique? Il y a pas un truc. Je peux pas. Moi j'ai un cabinet. Je peux pas venir travailler pour mon cabinet avec un travail que je mène pour vous pour faire une évaluation, une contre-expertise. Là, vous venez de signer un truc avec la Banque mondiale qui vous donne 400 millions. On vous ment parce que la Banque mondiale vous volez là. Moi j'ai vu ça. Est-ce que vous pouvez m'appeler pour venir faire ça? Est-ce qu'il faut seulement que je vienne, que je sois dans un cabinet? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc oui, je servir mon pays, je suis prêt, mais politiquement, j'aurais vraiment du mal, je suis trop grande gueule, trop. Très, J'aurais vraiment du mal. très, très bien. Alors, on arrive vraiment à la fin Ah de ouais, notre il y a échange. Alphonsine Mutwiza qui dit, il est très bon ce West Signal. Signal, je viens de le découvrir, j'aimerais bien passer sur. Je te dis, Alphonsine West est très bien. Moi, j'ai déjà vu des productions qu'il a faites, c'est du pro, c'est du pro, c'est du pro. Bah merci à cet internaute pour ce compliment. Merci à Hervé Maïka, mais vraiment on arrive vraiment à la fin. Euh, Puisqu'il faut parler d'actualité, et ben le paysage politique aujourd'hui au Congo, euh, comment le voyez-vous? Quelle analyse vous faites aujourd'hui, l'opposition congolaise, le centre si tant est qu'il y en a un, la majorité? Quelle est votre vision du microcosme politique aujourd'hui? J'ai juste envie de dire les pauvres. On leur a coupé tous les moyens d'action, tous les moyens d'agir. Tous les jeunes qui essaient d'éclore ont du mal. Il faut forcément rentrer au PCT si on veut quand même avoir occupé un poste de chef de quartier ou de vice, je ne sais pas quoi. Pour ceux qui sont là, les doyens, mes grands respects, je leur tire un grand chapeau pour ces aînés qui ont dépassé les 75 ans. Je pense à Mirassa, je pense à Mathias Nzon, je pense à ceux qui tiennent toujours le flambeau. Vous croyez que quoi? Ils ont envie d'être à la prochaine élection, être élus à 90%. Mais pour ne pas laisser le vide, ils ont sacrifié leur jeunesse, sacrifié leur vie. Je leur tire mon chapeau. Et à côté, vous avez toute cette jeunesse qui est bouillonnante, qui est là, qui a envie, mais qu'on ne laisse pas la porte ouverte, sinon que d'aller faire la queue au PCT. Donc, je ne veux vraiment pas tirer sur eux. Je sais que c'est dur. Je sais vraiment que c'est dur. C'est comme je dis, on attend un signe, on attend un signal que tout ça s'écroule comme un château de cartes. Et j'espère qu'après naîtra quelque chose de meilleur. Mais là, Sassou Nguesso a tué la vie politique, associative, administrative du Congo. C'est-à-dire que sans se dire même quel héritage je laisserai à ce pays-là.
C'est tous les gens qu'il est en train de promouvoir pour lui demander de se représenter, je sais pas, des termes qu'ils ont inventés, le patriarche ou je ne sais pas quoi, tout ça c'est un abrutissement collectif. Être député, c'est devenu mais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'a aucun souci du pays, c'est de rester au pouvoir, de le préserver le plus longtemps possible et de donner à son clan. Là, quelqu'un m'a sorti l'expression pour les élections à venir l'année prochaine, c'est un penalty sans gardien. C'est un penalty sans gardien qu'il va Et jouer. c'est une belle transition que vous me faites. Ça voudrait dire, c'était la question qui suivait. Vous ne vous faites pas d'illusions pour 2026. Dire ça, c'est de décourager ceux qui ont envie d'y aller. Mais vous le dites là. Dire ça, c'est décourager ceux qui ont envie d'y aller. Bon. Bah, S'il y avait de bonnes élections, s'il y avait de bonnes élections, en fait, il faut aussi reconnaître ses échecs, hein. Moi, je ne sais pas comment on fait tomber ça. J'ai essayé, j'ai pas pu. J'ai essayé de l'intérieur, hein, en étant au MCDDI, en disant MCDDI, sinon seulement l'alliance. Petit à petit, il faut qu'on se refasse des forces. On sera ministre, on ira aux élections, on prendra du poids. Le PCT nous a contrôlés, c'est-à-dire qu'il nous a fixé entre 7 et 9 députés. Vous ne pouvez pas les dépasser. On les battait dans beaucoup de circonscriptions. Vous ne pouvez pas les dépasser. Vous devez avoir une existence symbolique. C'est une stratégie qu'on avait conçue depuis 2005 à la mort de Mahangouri. Bon, on va rentrer, on va faire, on va récupérer. On n'a pas pu. On n'a pas pu. Je me suis dit, bon, on va prendre quelqu'un qui va faire taboula rasa de tout. J'ai appuyé mon coco, on n'a pas pu. Bon, il faut faire peut-être 5 fois, 10 fois, hein. Mais moi, je dis, bon, faites tomber ça sous, je ne sais pas faire. Donc, s'il y a des gens qui sont forts pour faire ça, bon, allez-y, moi, j'ai échoué, oh. Allez-y, faites-le tomber, et puis nous, on donnera la main derrière. C'est tout ce que donc je peux dire. là, vous y croyez quand même avec 2026, vous y croyez quand même ou... Quelqu'un qui aura une technique que moi, je n'ai pas. Pourquoi dire que comme moi, j'ai échoué, puis personne ne peut? Eh, je suis pas le sommet des sommets. Quelqu'un d'autre aura peut-être une nouvelle technique, il va essayer. Ou peut-être, allez, le Saint-Esprit va frapper l'esprit de Sassou Nguesso pour se rendre compte qu'il n'est pas seul, lui et son clan, à aimer le Congo, à diriger le Congo. Les autres ont besoin aussi peut-être d'apporter quelque chose. Sait-on jamais? Donc, il peut se passer quelque chose. Mais tel que c'est en train de partir au jour d'aujourd'hui, là, c'est vraiment triste. C'est vraiment un penalty sans gardien qu'on va jouer. Bon, bah, vous le redites encore et bon, vous le redites encore. Pour terminer, Hervé Maïka, le président Denis Sassou Nguesso a été en visite de travail récemment à Paris. À l'occasion de cette visite de travail, il y a eu une rencontre citoyenne dans un milieu très restreint, hein, des rares images que j'ai vues circuler sur Internet. Aviez-vous été convié à cette rencontre citoyenne? Absolument pas, non. Non, 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 non. Je ne suis jamais convié à ce genre de choses. Je l'apprends comme tout le monde dans le grand public. Non, 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 jamais. Je n'ai pas été convié. Je n'étais même pas au courant. En fait, c'est maintenant que je l'apprends. Je n'étais même pas au courant. Très bien, Hervé Maïka, je vous annonce quelque chose. Nous sommes arrivés à la fin. Très bien, c'était intéressant. Ben écoutez, Hervé Maïka, merci en tout cas du temps que vous nous avez consacré et surtout à tous ces internautes, ils étaient nombreux, 225 personnes, on a eu une coupure, on a été attaqué, ils sont revenus plus forts. Comme on dit, lorsque vous nous menacez, ben on revient plus fort. Merci en tout cas à toutes ces personnes qui ont pris le temps de partager, de liker et surtout de commenter. Beaucoup de questions. Malheureusement, je n'ai pas pu en sélectionner plusieurs. Merci à Eddie Gombe qui était là, merci à Archange Moussodia, à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Hervé Maïka, peut-être un petit dernier mot, un message d'espoir pour les Congolais. En tout cas, je crois que je l'ai dit au milieu, Toutes ces personnes. il n'y aura pas de sauveur, c'est ensemble qu'on va y arriver. Et puis voilà, un truc que j'ai remarqué également chez les Congolais, nous savons tous qu'il ne faut pas soutenir. Chaque Congolais a son ennemi qu'il ne faut pas soutenir, mais on n'arrive pas à s'accorder sur une personne, sur une voix, sur quelqu'un. Il faut qu'on arrête un peu ça, il faut qu'on arrête ce type de division. Chacun peut soutenir quelqu'un, la personne de son choix. On n'est pas obligé d'abord de commencer à critiquer les autres, à se taper. Donc allons-y, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Le sauveur, je n'y crois pas trop, hein, parce que ça doit être un truc collectif. Voilà. En tout cas, pour la politique, c'est ce que j'ai à dire. Pour le reste, j'incite au gouvernement d'essayer de s'ouvrir un peu, d'essayer de s'ouvrir un peu aux autres. Il y a beaucoup de gens qui ont été exclus. Je connais des aînés qui sont en France depuis 30 ans pratiquement, qui avaient des compétences à donner au pays et que ce n'est pas bon de faire comme ça. Voilà. Merci beaucoup Hervé Maïka et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Merci. Merci Et beaucoup. ils vont pouvoir te retrouver, tes abonnés, sur tout ce que tu leur proposes sur ta page. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.